Va soigner les clochards, lança froidement Richard en croisant son ex-femme dans le couloir du tribunal. Son costume gris anthracite, parfaitement ajusté à sa silhouette athlétique, et son porte-documents en cuir de crocodile flambant neuf brillaient légèrement dans sa main, un cadeau de sa jeune maîtresse. Katharina s'arrêta net, serrant si fort son dossier élimé que ses jointures devinrent blanches. En 22 ans de vie commune, elle avait appris à connaître toutes les facettes de son mari, mais l'homme qui se tenait devant elle lui était désormais complètement étranger. Dans son regard, il n'y avait plus que du mépris et la satisfaction d'un vainqueur. D'où venait cette cruauté glaciale chez l'homme avec qui elle avait partagé près d'un quart de siècle? Le jugement est définitif, dit l'avocat de Richard avec un sourire mielleux, tout en ajustant ses boutons de manchette dorée. Veuillez libérer l'appartement d'ici une semaine. Tous les objets que vous jugez vous appartenir devront être répertoriés et leur retrait validé avec mon client. Mais nous avons acheté cet appartement ensemble, murmura Katharina, la voix tremblante. J'ai tous les documents nécessaires. Le tribunal a examiné chaque élément, la coupa l'avocat. La décision a été rendue en se basant sur les pièces présentées. Au revoir, Katharina. Quelque part dans le bâtiment, un rire éclata. Jeune, clair, insouciant. Katharina frissonna. C'était Anna, celle pour qui Richard avait détruit leur famille. Katharina sortit lentement du tribunal, plissant les yeux à cause du soleil printanier éclatant. Comment cela a-t-il pu arriver? Tournait en boucle dans sa tête. Il y a encore 6 mois, elle avait tout, un travail qu'elle aimait, une maison chaleureuse, une famille. Maintenant, il ne restait que le vide et le froid, malgré ce doux jour de mai. Non loin de là, un musicien de rue jouait du violon. Un homme d'un certain âge, vêtu d'un manteau usé, interprétait une mélodie poignante. Katharina reconnut la musique d'un vieux film, une valse qu'ils avaient dansée à leur mariage. Elle entra dans le café le plus proche, Nostalgie, et commanda un café. Sur la table voisine, quelqu'un avait oublié un journal. Elle le feuilleta distraitement, mais les lignes dansaient devant ses yeux. Dans sa tête résonnaient encore les mots de Richard, « Va soigner les clochards ». Plus douloureux encore que la décision du tribunal. Pourquoi cette cruauté? Méritait-elle vraiment tant de mépris? Tu veux du sucre? Demanda gentiment une serveuse d'un certain âge, vêtue d'un tablier brodé de fleurs. Oui, 2 morceaux, répondit mécaniquement Katharina. Tu n'as pas l'air bien. C'est une de ces journées, hein? Dit la serveuse en posant devant elle une tasse décorée du drapeau européen. Une vaisselle simple, qui avait survécu à toutes les crises. T'en fais pas, ma belle, on s'en sortira. La vie continue. J'ai vécu la même chose. Mon mari est parti pour une jeunette quand j'ai eu 40 ans. Je croyais que j'allais crever, et regarde-moi maintenant en pleine forme, avec des petits-enfants qui courent partout. Katharina hocha la tête avec reconnaissance. Cette femme aurait pu être son alter ego. Recommencer à 0 à 45 ans semblait insurmontable. Une vieille chanson jouait dans les haut-parleurs. C'était un hit autrefois. Elle et Richard dansaient souvent dessus quand ils étaient étudiants. Elle se souvenait encore de leur rencontre pendant l'internat. Elle première de classe, méticuleuse jusqu'au bout des ongles, rêvant depuis toujours de devenir chirurgienne, comme son père. Lui boute-en-train, fils d'un célèbre professeur, chouchou des filles. Personne ne comprenait ce qu'un homme comme Richard trouvait en elle. Les autres étudiantes chuchotaient, « Elle n'est pas faite pour lui. » Une petite souris grise. Ça durera pas. Mais Katharina se souvenait très bien de leur première conversation dans la salle de repos, quand elle était restée tard à lire un dossier médical difficile. « T'es toujours aussi sérieuse ?» lui avait demandé Richard en préparant du café instantané, un luxe à l'époque. Son sourire avait fait trembler les mains de Katharina. Quand il s'agit de la santé d'un patient. Elle n'avait pas levé les yeux, tentant de cacher son trouble. « Tu me fais penser à l'infirmière d'un vieux film de guerre », avait-il lancé. Dévouée. Et belle. Elle avait failli faire tomber son stylo. Belle? Personne ne l'avait jamais appelée comme ça. Et si je t'invitais à un concert? J'ai 2 billets, dit-il en lui tendant une tasse fumante. Mon père les a eus par des amis. Apparemment, la moitié de Munich est en ébullition à cause de ce programme. Elle avait levé les yeux, prête à refuser, mais son regard l'avait arrêtée. Il y avait là quelque chose de sincère, de doux, bien loin de l'image du dragueur de la fac. « Merci pour le café », avait-elle répondu. Et pour l'invitation aussi. Leur romance avait été fulgurante. Le mariage fut modeste en pleine crise économique, ce n'était pas le moment pour les grandes festivités. À la place d'une limousine, une vieille Opel empruntée aux voisins. À la place d'un restaurant, la cantine de la fac de médecine, décorée de guirlandes en papier faites maison.
Katharina gardait encore la photo prise devant la mairie. Elle, dans un simple tailleur blanc payé avec sa dernière bourse, lui, dans la veste trop grande de son père. Mais qu'est-ce qu'ils étaient heureux. 1 an plus tard, Daniel naissait, et la vraie vie d'adulte commençait. Garde de nuit, appartement en location, petit boulot. Ils laissaient souvent leur fils aux grands-parents. Katharina se souvenait encore de ses retours après 24 heures de garde, quand Daniel, à peine capable de parler, courait vers elle en criant « Maman » et s'agrippait à ses jambes, provoquant des larmes de fatigue et de bonheur. Elle progressait en microchirurgie, Richard se spécialisait en cardiologie. Puis vinrent les années difficiles, avec 2 voire 3 postes en parallèle pour faire vivre la famille. Les salaires arrivaient en retard, il manquait tout à l'hôpital, les patients apportaient leurs propres pansements et seringues. Bientôt, ils viendront avec leur scalpel et leur anesthésie, plaisantait Richard. Les parents des 2 côtés aidaient. La mère de Katharina, institutrice, mettait toujours un peu de côté. Le père de Richard, professeur, aidait financièrement quand il pouvait, mais surtout grâce à ses contacts, conférences, patients fortunés. Peu à peu, la vie s'améliorait. Ils achetèrent un 3 pièces dans un immeuble en briques, meublé petit à petit. Katharina était fière de son vaisselier à verre en cristal, un cadeau de ses parents, et de leur immense bibliothèque pleine de classiques. En évidence, un tourne-disque et une collection de vinyles. Chaque été, ils allaient à la maison de campagne. 6 hectares avec un petit chalet hérité de la grand-mère de Katharina. Ils plantaient des légumes, des fraises, des tomates sous serre. Le week-end, des amis de la fac venaient, barbecue, volets, discussions politiques. J'ai du sang paysan, plaisantait Richard, bien qu'il soit citadin jusqu'à la moelle. Le soir, il chantait à la guitare, et Daniel, en grandissant, apprenait les accords. Katharina se souvenait de la première mélodie qu'il avait jouée, et des larmes dans les yeux de Richard. « Je suis l'homme le plus heureux du monde », avait-il dit. Les années passèrent. Leur fils entra en fac de médecine, perpétuant la tradition familiale. Katharina devint chef de service respectée par ses collègues, adorée par ses patients. Richard fit carrière dans une clinique privée. La vie semblait réussie. Puis commencèrent les retards au travail. D'abord rares, puis de plus en plus fréquents. Nouvel équipement à maîtriser, un patient compliqué, une conférence qui s'éternise. Katharina croyait en lui. Ils étaient médecins, elle aussi travaillait tard. Mais un jour, une jeune infirmière de la clinique de Richard l'aborda dans la salle de repos. « Katharina, excusez-moi », dit la jeune femme en tripotant nerveusement le bord de sa blouse. « Je dois vous dire quelque chose. Ça concerne votre mari. En fait, Anna et moi étions amies, jusqu'à ce qu'elle commence. Bref, elle raconte partout qu'elle va bientôt devenir la femme du chef cardiologue. Elle se vante de sa bague en diamant. » C'est ainsi que Katharina apprit l'existence d'Anna, une administratrice de 25 ans de la clinique, avec qui Richard avait une liaison depuis plus d'1 an. 25 ans, pensa Katharina. L'âge de notre fils. Ce soir-là, elle ne cria pas, n'appela pas sa rivale. Elle fit simplement la valise de Richard et la posa dans le couloir. Quand il rentra après minuit, il sentait le cognac cher et le parfum féminin. Katharina était assise dans la cuisine, buvant son thé refroidi. « Tout va bien ?» demanda Richard, surpris de voir les bagages dans l'entrée. « C'est vrai ? Pour Anna ?» demanda-t-elle calmement, étonnée elle-même de la maîtrise de sa voix. Richard ne nia pas. Il ne parut même pas surpris. C'était comme s'il attendait cette conversation. « Oui », répondit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je pars avec elle. Elle est jeune, dynamique, elle me comprend mieux. Toi et moi, on vit comme des colocataires depuis longtemps, Katharina. Il faut l'admettre. » « Colocataire ?» répéta-t-elle. 22 ans de mariage, un fils, tout ce qu'on a traversé ensemble. C'était de la colocation. « Ne dramatise pas, dit-il en grimaçant. Tu as toujours été trop sérieuse. La vie continue. On vendra l'appartement, on partagera l'argent. Ça se fera dans les règles. »« Tu en es sûre ?» demanda simplement Katharina. 22 ans de vie résumés en une seule question. « Absolument. » répondit-il avec un ton froid, distant, presque étranger. Cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Elle repassait en mémoire leurs moments heureux, tentant de comprendre quand tout avait basculé. Quand elle s'était plongée dans le travail. Quand leur fils était parti étudier à Barcelone, laissant un vide dans la maison. Ou bien était-ce simplement la crise de la quarantaine de Richard? Au matin, elle prit le strict nécessaire et partit chez une amie, laissant les clés à Richard avec une note lui demandant de ne pas toucher à ses affaires tant qu'elle n'aurait pas décidé où aller. « C'est peut-être mieux pour tout le monde », avait-elle écrit à la fin.
Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, 6 mois plus tard, elle se retrouverait au tribunal. Et qu'elle découvrirait que l'appartement qu'ils avaient acheté ensemble appartenait désormais uniquement à Richard. Comme la maison de campagne. Et la voiture. Même une partie de l'argent légué par ses parents. Richard avait tout prévu, transférant discrètement les biens à son nom. Quels éléments prouvent que vous avez contribué à l'achat de ce logement ? Demanda le juge, un homme âgé au visage marqué par la fatigue. Mais nous avons tout acheté ensemble, répondit Katharina, désemparée. J'ai des relevés bancaires. D'après les documents présentés, l'interrompit le juge, le bien a été acquis par M. Richard Torres avec des fonds personnels provenant de la vente d'un héritage, comme le confirme le certificat fourni. Quel héritage ? Katharina eut envie de crier, mais se tut. Elle se rappela les papiers qu'elle avait signés 1 an plus tôt, quand Richard avait contracté un prêt pour leur nouvelle voiture. Juste une formalité, avait-il dit à l'époque. Le tribunal rejette la demande de Madame Katharina Torres. Katharina termina, son thé refroidi et paya l'addition. Il était temps de chercher un logement. Dans son sac, une feuille de journal avec des annonces entourées au stylo. Studio, sans agence, 500 € par mois plus charge. Chambre en colocation pour femmes seules, prix modéré. Étrange. Il n'y a pas si longtemps, elle feuilletait ce genre d'annonce pour choisir un nouveau canapé pour leur chambre. Va soigner les clochards. Les mots de son ex-mari résonnaient encore dans sa tête. Un tel mépris pour son métier, ses valeurs, pour elle. Elle ne savait pas encore que cette phrase allait devenir un tournant dans sa vie. Et que les rencontres les plus inattendues l'attendaient. Un petit studio en périphérie devint son nouveau chez elle. Un immeuble gris de 9 étages, un ascenseur grinçant, l'odeur de poisson frit dans la cage d'escalier. Tout lui rappelait ses années étudiantes, quand elle partageait un logement avec ses camarades. Mais à l'époque, l'avenir semblait prometteur. Et maintenant, que l'attendait-il ? Des rideaux à fleurs, un canapé-lit au ressort fatigué, une armoire des années 80. L'appartement était figé dans le temps, comme une pièce de musée. Un tapis avec des serres pendait au mur le même qu'il y avait chez ses parents quand elle était petite. Dans la cuisine, le même décor. Un frigo qui faisait un bruit de tracteur, une gazinière avec des brûleurs abîmés, une table recouverte d'une nappe en toile cirée à pois rouges. Au moins j'ai un toit, se consola-t-elle en rangeant ses quelques affaires. Une partie de sa garde-robe était restée chez Richard. Il ne l'avait pas laissé tout récupérer. Prouve d'abord que tu les as achetés toi-même, avait-il lancé froidement quand elle était venue chercher son manteau d'hiver préféré et ses bottes. La première nuit dans son nouveau logement, elle fit un rêve étrange. Elle courait dans un couloir d'hôpital pour rejoindre une opération, mais le couloir s'allongeait sans fin. Au bout, Richard riait. Elle se réveilla en sueur, l'aube pointait déjà. Il fallait aller travailler. Au service, les regards étaient curieux et prudents. Dans le milieu médical, les nouvelles circulent vite. Tout le monde savait déjà pour son divorce, pour la jeune maîtresse de Richard. Certains compatissaient, d'autres se réjouissaient en silence. La routine. Katharina, impatient pour une consultation, annonça Lydia, l'infirmière proche de la retraite, cheveux roux insérés en chignon. Et le directeur veut te voir après. Le directeur, Nikolaus Petersen, un homme massif au visage buriné de pêcheur, l'accueillit avec une chaleur inattendue. « Assieds-toi, Katharina, dit-il. C'était un de ces vieux médecins qui appelaient leurs collègues par leur prénom. « Tu veux du thé ? C'est une infusion maison. Rapportez moi-même. » Katharina hocha la tête, la gorge nouée. Parfois, un peu de bienveillance faisait plus mal que l'indifférence. « J'ai entendu parler de ce que tu traverses, » dit-il franchement en versant le thé dans des tasses ordinaires. « Ne te laisse pas abattre. Tu sais bien, la vie change vite. Et justement, j'ai quelque chose à te proposer. Tu es toujours en location ? » « Oui, » répondit-elle, surprise. « L'hôpital a un foyer pour le personnel. Rien de luxueux, mais c'est gratuit. Une petite chambre à soi. Les sanitaires et la cuisine sont partagés, bien sûr. Je sais, c'est pas idéal pour une chef de service. Mais... » « Merci, Nikolaus, » dit-elle sincèrement. « J'accepte avec plaisir. »« Parfait, » répondit-il. « Et autre chose. On a un nouveau projet, un programme de microchirurgie pour les populations précaires. Le gouvernement a accordé un financement. On va ouvrir un service dans l'ancien centre de repos. Je veux te confier la direction. Meilleur salaire, prime. Alors, tu en dis quoi ? » Katharina but une gorgée de thé, tentant de cacher son émotion. Va soigner les clochards. Les mots de Richard lui revinrent. Drôle d'ironie du sort.
Et quel type de patient ? Demanda-t-elle. De tout, haussa les épaules Nicolas. SDF, migrants, personnes en grande précarité. Beaucoup de cas aux mains, gelures, blessures, brûlures. Tu vois le genre. C'est dur, mais utile. Réfléchis bien, Katharina. Tu as besoin d'un nouveau départ. Elle accepta. Pas vraiment pour l'argent, mais surtout pour s'immerger dans le travail et ne plus penser à sa vie personnelle. Et puis, elle avait envie de prouver pas à Richard, mais à elle-même qu'elle pouvait être utile à ces gens que son ex-mari considérait comme des déchets de la société. Le déménagement au foyer ne prit qu'une demi-journée. Katharina n'avait pas grand-chose. La chambre était minuscule, mais propre. Un lit simple, un bureau, une armoire, une étagère à livres. Tout rappelait une chambre d'étudiante. Dans le couloir, ça sentait l'eau de Javel et le bortsch. Sa voisine de palier s'appelait Elisabeth, une infirmière de bloc opératoire à la retraite, employée de l'hôpital depuis une éternité. « Faut pas se fier aux apparences », dit-elle en aidant Katharina à faire son lit. « Ici, on sait s'amuser. On fait des goûters pour les fêtes. Et l'été, on bronze sur le toit. Il y a même des transats et des fleurs en pot. » Le nouveau poste s'avéra plus compliqué que prévu. Le service était en cours de création, le matériel arrivait par à-coups, et peu de soignants voulaient travailler avec ce type de patient. Katharina devait tout gérer elle-même, les opérations, l'administratif, les discussions avec les autorités. Mais peu à peu, les choses se mirent en place. Un mois plus tard, 2 autres chirurgiens l'avaient rejointe, ainsi qu'une équipe d'infirmières et d'aides-soignantes. Le ministère envoya une machine à rayons X, pas la plus récente, mais en bon état. Les patients, eux, étaient vraiment particuliers. Un homme aux doigts gelés qui refusait de donner son nom. Une vieille dame brûlée aux mains, vivant dans une cabane abandonnée. Un jeune migrant d'Amérique latine blessé sur un chantier, effrayé à l'idée d'aller dans un hôpital classique à cause de ses papiers. Katharina travaillait sans relâche. Elle rentrait juste pour dormir quelques heures dans sa chambre et repartait à l'hôpital. Son fils appelait pour prendre de ses nouvelles. Elle lui répondait avec entrain, pour ne pas l'inquiéter. Daniel était en internat dans une autre ville, avec ses propres soucis. Un soir, en rentrant, elle trouva une enveloppe sous sa porte. C'était une lettre de Daniel. « Maman, je suis au courant. Papa m'a appelé pour me donner sa version. Je ne le crois pas. Je viens ce week-end, on doit parler. » Il arriva vendredi soir, alors qu'elle travaillait encore. Elle le retrouva assis sur son lit, l'air bouleversé. « Maman, tu vis vraiment ici ?» dit-il d'emblée. « Pourquoi tu m'as pas dit que papa t'a pris l'appartement ? » « Je ne voulais pas t'inquiéter. J'étais épuisée, » répondit-elle en le serrant dans ses bras. « Regarde-toi, comme tu as grandi. Un vrai homme, maintenant. »« Mais maman, c'est pas normal, » dit Daniel en secouant la tête. « Papa, il raconte à tout le monde que tu es partie de ton plein gré, que t'étais contente de vivre dans ce trou, et que t'as renoncé à tout volontairement. » Katharina esquissa un sourire amer. « Et tu es venue vérifier si c'était vrai ? » « Non, » répondit-il fermement. « Je suis venue te chercher. J'ai un grand appart en location dans ma ville. Viens vivre avec moi. »« Daniel, je peux pas, » dit-elle en secouant la tête. « J'ai mon travail ici, mes patients. Et puis, tu étudies encore, tu bosses à côté. Tu as déjà assez à gérer. »« Maman, je suis plus un gamin, » protesta-t-il. « Et je comprends pas pourquoi tu t'es pas battue pour l'appartement. Pour tes droits. C'est tellement injuste. » Ils parlèrent jusque tard dans la nuit. Katharina lui raconta tout, les aveux de Richard, les manipulations, le procès humiliant. Daniel écoutait, les poings serrés de colère. « Je vais lui parler, » déclara-t-il. « C'est inadmissible. Il peut pas te faire ça. »« Ne fais rien, mon chéri, » dit-elle doucement. « Ne t'en mêle pas. Tu es notre fils. Tu dois garder un lien avec ton père, malgré tout. »« Quel genre de père fait ça ?» demanda Daniel, amer. « C'est le père que tu as, » soupira-t-elle. « La vie, c'est compliqué. Les gens changent. Les circonstances aussi. Je vais m'en sortir, ne t'inquiète pas. » Le lendemain matin, elle accompagna Daniel à la gare. Il promit de revenir dans 2 semaines et d'apporter quelques-unes de ses affaires qu'il arriverait à récupérer dans l'ancien appartement. De retour au foyer, Katharina ressentit soudain le besoin de faire autre chose que travailler. Avant, elle avait plein de passions. La broderie, les figurines en porcelaine, les romans historiques. Tout cela appartenait à une autre vie. Sur le panneau d'affichage du couloir, elle vit une affichette colorée. « Rejoignez notre club littéraire en ligne, La Parole d'Argent. Discussion sur la littérature contemporaine. »
Lien de connexion ci-dessous. Katharina nota l'adresse. Pourquoi pas? Mieux que de rester seule à écouter le vent siffler dehors. Le soir, après son service, elle alluma son vieux portable, la seule chose précieuse qu'elle avait pu récupérer avant le procès. Elle trouva le lien et se connecta à la réunion. Des visages inconnus apparurent à l'écran. Hommes et femmes de tous âges. Certains dans des salons luxueux, d'autres dans des cuisines modestes, semblables à celles du foyer. « Bonsoir à tous », lança l'animateur, un homme aux cheveux gris et au visage bienveillant. Ce soir, on parle du roman Le temps de vivre. L'auteur publie sous le pseudonyme de Nicolas Norden. Qui l'a déjà lu? Quelques participants levèrent la main. Katharina se sentit gênée. Elle ne connaissait ni l'auteur, ni le livre. Ces dernières années, elle n'avait plus le temps de lire. Le travail, la maison, la famille. Et ces derniers mois, encore moins. Nous avons une nouvelle participante, remarqua l'animateur. Présentez-vous, s'il vous plaît. Katharina, dit-elle timidement. Je suis médecin, microchirurgienne. Enchantée, répondit-il. Moi c'est Alexandre, j'anime le club. Pas d'inquiétude si vous n'avez pas encore lu le livre. On en discute d'abord, vous aurez le temps de le lire ensuite. La discussion fut passionnante. Le livre racontait l'histoire d'un homme d'affaires à succès qui, après une maladie grave, remet toute sa vie en question et part faire le tour du pays en stop. Katharina écoutait, captivée. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas plongée dans un monde littéraire où les problèmes des personnages semblaient à la fois éloignés des siens et étrangement proches. Et notre nouvelle participante, qu'en pense-t-elle? Demanda soudain Alexandre. Katharina, vous avez une perspective unique, celle d'un médecin. Trouvez-vous crédible la transformation du héros après sa maladie? Je ne l'ai pas lu, avoua-t-elle, gênée. Mais d'après ce que j'ai entendu, oui, je pense que c'est réaliste. La maladie change les gens. Certains s'effondrent, d'autres se transforment. Ils deviennent plus forts, plus humains. Belle réflexion, dit pensivement un homme à lunettes assis devant une bibliothèque. C'est justement ce que Nicolas essaie de dire, que l'épreuve est aussi une opportunité. La réunion se termina tard. Katharina se surprit à se sentir vivante pour la première fois depuis des mois. Elle voulait lire ce livre, connaître la fin de l'histoire. Le lendemain, elle trouva une version numérique de Le temps de vivre et commença à lire pendant sa pause déjeuner. Dès les premières pages, elle fut happée. L'auteur écrivait avec simplicité et profondeur, sans fioriture, mais avec une finesse dans la psychologie humaine. Le soir venu, elle arrivait déjà à la fin du roman, incapable de décrocher. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont le héros principal, après avoir tout perdu, trouvait la force de tout recommencer. C'était comme si l'auteur parlait d'elle, de sa propre vie aujourd'hui. À la fin du livre, une adresse mail était indiquée pour écrire à l'auteur. Sur un coup de tête, Katharina écrivit un court message. « Bonjour, Nicolas. J'ai lu votre roman d'une traite. Il résonne profondément avec ce que je vis en ce moment. Merci pour l'espoir. Katharina. » Elle ne s'attendait pas à recevoir de réponse. Pourtant, 1 heure plus tard, un message arriva. « Bonjour, Katharina. Heureux que le livre ait touché votre cœur. Je crois que chacun de nous est plus fort qu'il ne le pense. Et que toute perte est aussi une porte vers quelque chose à venir. Nicolas. » Ainsi débuta leur correspondance. Au début, ils parlaient de littérature, des personnages du roman, de leur destin. Puis, peu à peu, de la vie, des gens, du monde autour d'eux. Nicolas s'avéra être un interlocuteur passionnant, cultivé, sensible, avec un humour doux. Katharina se surprenait à attendre ses messages comme une adolescente attendrait un mot doux. C'était une lumière nouvelle dans sa vie, quelque chose de tendre et d'apaisant, qui l'aidait à traverser les jours difficiles. C'est étrange, pensait-elle un soir en tapotant sur son vieux ordinateur, assise sur son lit au foyer. Je ne sais même pas à quoi il ressemble, ni quel âge il a. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Dehors, les premiers flocons tourbillonnaient. L'hiver approchait, avec ses épreuves. Et peut-être de nouvelles rencontres. En février, leur correspondance devint quotidienne. Chaque matin, elle se levait avec l'idée qu'elle pourrait, le soir venu, lui raconter sa journée. Et lui, il répondrait avec justesse, avec bienveillance, avec un mot qui réconforte. Parfois, elle se demandait si elle ne se confiait pas trop à un inconnu. Mais une petite voix lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance. Nicolas lui partageait des extraits de ses nouveaux textes, lui demandait son avis, écoutait ses remarques. Il parlait de livres,
des best-sellers actuels, de leurs films préférés. Katharina se rappela combien elle aimait, étudiante, les vieux films classiques, et qu'elle lisait surtout les grands auteurs. Il s'avéra que Nicolas relisait ses romans favoris tous les 5 ans, toujours avec un regard neuf. « Vous savez, Katharina, j'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps », écrivit-il un jour. « Peut-être qu'on devrait se rencontrer ? Je viens souvent dans votre ville. » Katharina resta figée devant l'écran. Se rencontrer ? Et si cette magie s'évanouissait dès qu'il se verrait ? Et s'il était déçu de découvrir une femme marquée par la vie, aux yeux fatigués, aux cheveux grisonnants ? « Je ne suis pas prête, Nicolas, » répondit-elle après de longues hésitations. « Restons comme on est pour l'instant. »« Je comprends, et je respecte votre choix, » répondit-il. « Quand vous vous sentirez prête, dites-le-moi. » Pendant ce temps, le nouveau service de microchirurgie pour les patients défavorisés prenait de l'ampleur. On en parlait dans les journaux locaux, les chaînes régionales tournaient des reportages. Katharina était devenue une sorte de célébrité locale, la médecin qui s'occupait des plus oubliés, qui donnait une chance à ceux que les autres rejetaient. Un jour, dans le couloir de l'hôpital, elle croisa un ancien collègue qui travaillait désormais avec Richard dans une clinique privée. « Katharina, quelle surprise !» s'exclama-t-il d'un ton faussement jovial. « J'ai entendu dire que tu fais dans l'humanitaire, maintenant. C'est très chrétien, tout ça. » Il y avait dans sa voix une ironie mal dissimulée. Katharina se souvint qu'il avait témoigné contre elle au tribunal, du côté de Richard. « Je fais de la médecine, Robert, » répondit-elle calmement. « Je soigne les gens, quels qu'ils soient. Peu importe leur compte en banque. » Bien sûr, acquiesça-t-il. « Au fait, tu sais que Richard est devenu directeur de clinique ? Et qu'il attend un enfant avec Anna ? Un couple charmant. » Katharina sentit sa gorge se serrer. Anna était enceinte. Richard allait être père à nouveau, avec une fille qui pourrait être sa propre fille. Et son fils à elle aurait bientôt un demi-frère ou une demi-sœur. De 20 ans de moins. « Félicite-les de ma part, » répondit-elle sèchement, avant de s'éclipser vers la salle du personnel. Le soir, elle écrivit à Nicolas. « J'ai appris aujourd'hui que mon ex attend un enfant avec sa jeune épouse. Pourquoi est-ce que ça me fait encore mal ? J'avais pourtant accepté notre séparation depuis longtemps. » Nicolas lui répondit 1 heure plus tard. « Ce n'est pas parce que vous l'aimez encore. C'est parce que cette nouvelle ravive la trahison, les rêves brisés. Vous connaissez cette phrase de Tchekhov ? Si ta femme te trompe, réjouis-toi qu'elle ait trahi un homme, et non sa patrie. Essayez d'en rire. Et souvenez-vous, le meilleur remède contre la douleur, c'est une vie heureuse. » Elle sourit en lisant sa réponse. Cet homme, qu'elle n'avait jamais rencontré, trouvait toujours les mots justes. « Et vous, Nicolas, êtes-vous heureux ?» demanda-t-elle, sur un élan soudain. La réponse ne vint pas tout de suite. Comme s'il avait longuement réfléchi avant d'écrire. « J'ai appris à trouver le bonheur dans les petites choses, » écrivit-il enfin. Un rayon de soleil entre 2 nuages. Le sourire d'un inconnu. La possibilité d'écrire, de savoir que mes mots réconfortent. Ce n'est peut-être pas le bonheur dont rêvent les gens. Mais c'est le mien. Il y avait quelque chose de poignant dans ces mots. Une discrète douleur, une absence qu'elle ressentit sans qu'il ait à la nommer. En mars, la neige tomba en abondance. La ville était ensevelie, les rues à peine dégagées, les transports en commun désorganisés. Katharina rentrait tard du travail, la nuit était déjà tombée. Plus de bus. Elle dut traverser le parc à pied, c'était le chemin le plus court vers le foyer. Le parc était désert et silencieux. La neige crissait sous ses pas, les lampadaires dessinaient des halos jaunes sur le chemin enneigé. Au loin, on entendait de la musique sûrement d'un restaurant situé à la lisière du parc. Soudain, elle aperçut quelqu'un assis sur un banc, sous un réverbère. Un homme en manteau usé, en train d'écrire dans un carnet malgré le froid et l'heure tardive. À côté de lui, un vieux sac de sport. Un sans-abri ? Mais que faisait-il là, par ce froid glacial ? Elle voulut passer son chemin, mais quelque chose la poussa à s'arrêter. « Excusez-moi, » dit-elle au passant. « Il est tard, il fait très froid. Avez-vous un endroit où passer la nuit ?» L'homme leva la tête. Katharina vit un visage intelligent, des yeux gris pleins d'attention. Il devait avoir une 50aine d'années, une barbe poivre et sel, un front large, des traits harmonieux. Rien à voir avec les sans-abri qu'elle avait l'habitude de soigner. « Bonsoir », répondit-il posément. « Ne vous inquiétez pas, je vais bien. J'étais juste en train de noter quelques pensées. Vous savez, parfois, elles surgissent au pire moment, et si on ne les écrit pas, elles disparaissent. » Sa voix était douce, posée.
On sentait la culture, la dignité intérieure. Pourtant, ses vêtements étaient usés, ses mains rougies par le froid. « Vous êtes écrivain » demanda-t-elle, surprise par sa propre question. « Disons amateur » sourit-il. « J'écris pour moi. Et parfois pour quelques lecteurs triés sur le volet. » Il y avait quelque chose de familier dans sa manière de parler, dans son intonation. Et pourtant, elle était sûre de ne jamais l'avoir vu auparavant. « Ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour écrire dehors », fit remarquer Katharina. « Il doit faire au moins -15. » « Vous avez raison », acquiesça-t-il. « Mais j'ai toujours les idées plus claires au grand air. Et puis, en ce moment, mieux vaut éviter ma chambre à l'auberge. Il fête un anniversaire. C'est bruyant, plein de jeunes qui s'amusent. Je ne voulais pas déranger. » Katharina hésita. Ce qu'elle s'apprêtait à proposer était un peu fou, peut-être même imprudent. Mais quelque chose en elle lui disait que cet homme n'était pas dangereux. « Pas loin d'ici, il y a un café ouvert toute la nuit, le Myosotis, dit-elle. Il y fait chaud et leur café est plutôt bon. Si vous voulez, on pourrait y prendre une tasse. C'est moi qui invite. » Il la regarda avec attention, comme pour mesurer la sincérité de son invitation, puis sourit. « Avec plaisir. Mais permettez-moi de vous inviter. Je ne suis pas riche, mais j'ai de quoi offrir un café à une charmante dame. » Le café était presque vide. 2 chauffeurs de taxi somnolaient à une table au fond, et la serveuse feuilletait un magazine. Ils commandèrent 2 cafés et une part de cheesecake, la spécialité de la maison. « Je m'appelle Nicolas, » dit-il en lui tendant la main. « Katharina, » répondit-elle en la lui serrant. « Vous écrivez depuis longtemps. »« Depuis toujours, je crois, » acquiesça-t-il. « D'abord des poèmes, puis des nouvelles, et maintenant, j'essaie de finir un roman. L'histoire d'un homme qui a tout perdu, mais qui finit par se retrouver. » Le cœur de Katharina fit un bond. Nicolas. Un roman sur un homme qui a tout perdu. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. « Est-ce que, » commença-t-elle, sans trop savoir comment formuler sa question, « vous ne publieriez pas, par hasard, sous le nom de Nicolas Norden ?» Ce fut à son tour d'être surpris. « Oui, » dit-il lentement. « Mais comment vous ? » « J'ai lu votre roman, Le temps de vivre, » dit-elle, émue. « Et nous ? On échange des mets. Je suis Katharina, la microchirurgienne. » Un silence s'installa. Nicolas la fixait comme s'il voyait un fantôme. « C'est impossible, » murmura-t-il enfin. « C'est un hasard complètement fou. »« Ou le destin ? Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Tout ce que je sais, c'est que vos messages m'ont aidé à traverser la période la plus difficile de ma vie. Après le divorce, après avoir perdu ma maison, mes économies. Vous avez été cette lumière qui m'a empêchée de sombrer. Et vous, vous avez été la lectrice pour qui ça valait la peine d'écrire, » dit-il doucement. « Vous savez, si je vous ai proposé de nous rencontrer, ce n'était pas un hasard. Je sentais que vous étiez quelqu'un de spécial, et j'avais envie de vous le dire. » Il hésita un instant, puis reprit. « En fait, je voulais vous avouer quelque chose. »« Quoi donc ?» demanda Katharina, le cœur battant. « Je ne suis pas exactement l'image que vous vous êtes peut-être faite de moi, » dit Nicolas en détournant les yeux. « Vous voyez, je traverse une période compliquée. Je vis en auberge parce que je n'ai plus de logement. Je fais du freelance, j'écris pour des sites, je tiens un blog pour un petit revenu. Mon roman a été publié à un tirage très limité. Pas d'argent, pas de gloire. J'avais peur qu'en connaissant la vérité, vous soyez déçus. » Katharina le regardait, partagée entre surprise et soulagement. Surprise de découvrir que cet homme, qui l'avait tant soutenu par ses mots, vivait lui aussi une période difficile. Soulagement, car il ne jouait pas un rôle. Il était vrai, sincère. « Vous savez, Nicolas, » dit-elle lentement, « je ne suis pas une femme fortunée non plus. Je vis dans un foyer de l'hôpital, je soigne des sans-abri et des gens en grande précarité. Et vous savez quoi ? Je ne me suis jamais sentie aussi utile et à ma place. Alors oui, je crois qu'on a tous les deux de quoi être fiers. » Il leva les yeux vers elle, et elle y vit de la gratitude. Et autre chose aussi. Ce regard qu'elle n'avait plus vu depuis longtemps chez un homme, de l'intérêt, du respect. Peut-être même de l'admiration. « Vous êtes une femme exceptionnelle, Katharina, » dit-il. « Je suis heureux que le destin nous ait réunis dans ce parc. »« Moi aussi, » sourit-elle. « Et vous savez ce qui est drôle ? Mon ex-mari, en partant, m'a lancé avec mépris, va soigner les clochards. Il croyait m'humilier. Pour moi, ça a été un nouveau départ. Aujourd'hui, je soigne réellement les sans-abri, et ma vie a retrouvé un sens.
Voilà l'ironie de la vie, hocha la tête Nicolas. Parfois, ce qu'on croit être une punition devient une bénédiction. Il faut juste garder les yeux ouverts. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture du café. Nicolas lui raconta comment il avait perdu son appartement à Lyon après de mauvais placements, comment il avait déménagé en province, où la vie était moins chère, et tenté de tout recommencer. Katharina lui parla de son divorce, de la trahison, du procès. Quand ils sortirent, la neige avait cessé de tomber. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus de la ville. « Je peux vous raccompagner » demanda Nicolas. « Avec plaisir » répondit Katharina. Ils marchèrent dans la nuit paisible, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit bien aux côtés d'un homme. Pas besoin de jouer un rôle, d'être à la hauteur. Juste être soi-même. Une femme qui avait traversé l'épreuve et en était ressortie plus forte. Devant le foyer, Nicolas s'arrêta. « Merci pour cette soirée, » dit-il. « Est-ce que je peux vous appeler demain ?»« Bien sûr, » répondit-elle, en inscrivant son numéro dans son carnet abîmé. « Je vous attends. » En montant dans sa chambre, elle se sentait fébrile. Comme si elle avait de nouveau 20 ans, et que tout était encore possible. Dehors, la neige retombait doucement. Et dans son cœur, il faisait chaud, paisible. « Va soigner les clochards. » Les mots de Richard résonnaient dans sa mémoire. Eh bien, elle y était allée. Et elle avait rencontré un homme qui voyait en elle bien plus qu'une ex-femme ou la mère d'un enfant. Un homme qui s'intéressait à ses idées, à ses pensées, à son âme. La vie est pleine d'ironie. Et parfois, ce sont les épreuves les plus dures qui mènent aux plus belles rencontres. Le printemps arriva soudainement, comme souvent en Europe centrale. Hier encore, la neige recouvrait tout, et aujourd'hui, la fonte chantait aux gouttières, l'air sentait l'asphalte mouillé. Le matin, Katharina se surprenait à fredonner des chansons de jeunesse ou de vieux tubes. À l'hôpital, ses collègues remarquèrent son changement d'humeur et chuchotaient dans son dos. Katharina a l'air de rayonner, disait l'infirmière Nina en ajustant sa coiffe amidonnée. Elle serait pas tombée amoureuse, par hasard. À son âge, grognait tante Maria, l'aide-soignante toujours bougonne. C'est sûrement une prime, pas un amoureux. Mais Katharina se fichait des commérages. Une nouvelle vie avait vraiment commencé pour elle. Elle voyait Nicolas presque tous les soirs. Ils se promenaient, allaient au cinéma, découvraient de petits cafés. Leur relation avançait doucement, prudemment, comme s'ils avaient peur de briser un bonheur fragile. « Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait repartir de 0 à 45 ans. » avoua Katharina alors qu'ils étaient assis sur un banc près de la rivière, regardant les blocs de glace descendre le courant. « Moi, je crois que c'est justement à notre âge que c'est possible, » répondit Nicolas. « À 20 ans, on cherche qui on est. À 30, on court après la carrière et la famille. Et maintenant, on sait enfin ce qui compte vraiment. » Ce jour-là, pour la première fois, Nicolas lui prit la main. Et ce simple geste coupa le souffle à Katharina. En avril, un drame survint. Le café Doux Rêve, en plein centre-ville, prit feu. Le vieux bâtiment en bois s'embrasa comme une allumette. Nicolas se trouvait tout près, il avait l'habitude d'y travailler, car le Wi-Fi était gratuit, et Maria, la propriétaire bienveillante, le laissait rester des heures pour une seule tasse de café. Quand l'incendie éclata, Nicolas fut le premier à courir à l'intérieur, aidant les clients à sortir malgré la fumée. Le dernier à l'intérieur était un petit garçon, caché sous une table, paralysé par la peur. Nicolas le sortit dans ses bras, mais fut lui-même gravement brûlé. Une poutre s'était effondrée sur son dos et ses mains. Katharina apprit ce qui s'était passé alors qu'elle était de garde. Elle fut appelée aux urgences, où on amenait les blessés de l'incendie. Parmi eux, Nicolas. Inconscient, brûlé au 2e et au 3e degré. « Quel est son nom de famille ?» demanda l'infirmière en remplissant la fiche. « Je ne sais pas », répondit Katharina, bouleversée. Elle réalisa alors qu'en un mois de relation, elle ne connaissait même pas son nom complet. Ils s'appelaient simplement par leur prénom, sans formalité. Dans la poche de sa veste brûlée, on trouva un passeport. Nicolas Norden, 52 ans, domicilié à Lyon. Et un vieux carnet de notes, celui-là même où il écrivait ses pensées dans le parc. Pendant plusieurs jours, Nicolas resta en réanimation. Katharina passa ses nuits près de sa chambre, échangeant ses gardes avec ses collègues. Elle pria tous les dieux pour qu'il survive, pour qu'il puisse réécrire, pour qu'elle ait encore le temps de lui dire tout ce qu'elle n'avait pas osé lui dire jusque-là. Le 4e jour, Nicolas se réveilla. On le transféra en chambre normale, et Katharina put enfin s'asseoir à ses côtés, lui tenir la main, écouter sa respiration rauque. « Le petit garçon » furent ses premiers mots en ouvrant les yeux. «
Il a survécu? Oui, le rassura Katharina. Il va bien. Juste une légère intoxication à la fumée. Il est déjà sorti. Tant mieux, souffla Nicolas, avant de retomber dans le sommeil. Katharina s'apprêtait à partir lorsqu'un homme aux cheveux gris, en costume chic, entra dans la chambre. Il regarda Nicolas, puis se tourna vers elle. « Vous êtes de la famille ?» demanda-t-il. « Non, je suis une amie et médecin dans cet hôpital. Je m'appelle Victor, se présenta-t-il. Je voulais remercier personnellement cet homme. Il a sauvé mon petit-fils. » Victor était un ancien juge du tribunal régional. Sa fille et son fils de 5 ans étaient au café lors de l'incendie. Si Nicolas n'avait pas été là. « Dites-moi, comment puis-je l'aider ?» demanda Victor. « Il a besoin de soins de qualité, » répondit Katharina. « Et surtout, il n'a pas de logement. Il vit en auberge. »« Ce n'est pas un problème, » acquiesça Victor. « J'ai un appartement vide. Ma fille et son fils y vivaient avant de s'installer chez moi après la mort de son mari. Qu'il l'utilise aussi longtemps qu'il le faudra. » Les jours suivants, Nicolas se remit peu à peu. Il pouvait parler à nouveau, même si ses mains brûlées lui faisaient encore très mal. Katharina lui parla de l'offre de Victor. « Je ne peux pas accepter un tel cadeau, » secoua-t-il la tête. « C'est trop. »« Écoute, » dit-elle doucement. « Tu as sauvé une vie. Ce petit garçon aurait pu mourir. Laisse les gens te remercier. Et puis, c'est temporaire. Juste le temps que tu récupères. »« Et toi ?» demanda Nicolas en la regardant droit dans les yeux. « Tu viendras me voir. » « Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire. « Quelqu'un doit bien te changer les pansements. » À sa sortie de l'hôpital, Nicolas fut installé dans un 2 pièces près du centre-ville. L'intérieur était un peu daté, mais bien entretenu. Une grande armoire en bois sombre, un canapé-lit, une vieille télé, un lustre en cristal. Dans la cuisine, un frigo, une gazinière, une horloge coucou et un calendrier jauni d'il y a 3 ans. Un vrai bond dans les années 90, plaisanta Nicolas en regardant autour de lui. On dirait l'appartement de ma grand-mère. Mais c'est propre et confortable, répondit Katharina en l'aidant à s'installer. Et surtout, c'est gratuit. Elle venait chaque jour après son travail. Elle apportait à manger, préparait le dîner, soignait ses blessures. Peu à peu, Nicolas se rétablissait. Il marchait déjà dans l'appartement et avait même recommencé à écrire. Au début maladroitement, avec des lettres hésitantes, puis de plus en plus assurément. « Tu sais à quoi je pense ?» dit-il un soir, alors qu'il buvait du thé dans la cuisine. « À quel point la vie est étrange. J'ai tout perdu, je suis arrivé ici sans un sou. J'ai vécu dans une auberge avec des étudiants ivres et des migrants fatigués. Et maintenant j'ai un toit. Et surtout, tu es là. » Katharina sourit timidement. « Moi aussi, je trouve ça étrange. Il y a 6 mois, j'avais une famille, une maison, une vie bien rangée. Aujourd'hui, je vis en foyer, je soigne des sans-abri. Et pourtant, je me sens plus heureuse que jamais. Peut-être qu'il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, » murmura Nicolas en plongeant son regard dans le sien. Ce soir-là, il l'embrassa pour la première fois. Doucement, comme pour lui demander la permission. Et elle répondit à son baiser, sentant renaître en elle un sentiment oublié depuis longtemps. Une semaine plus tard, Victor se présenta à l'hôpital. « Comment va notre héros ?» demanda-t-il en entrant dans le bureau de Katharina. « Il récupère bien, » sourit-elle. « Il recommence même à écrire. »« Il est écrivain, à ce qu'on m'a dit ?» s'étonna Victor. « Oui, très talentueux, » acquiesça-t-elle. « Son roman Le temps de vivre est un vrai bijou, même s'il n'a pas connu un grand succès. Il faudra que je le lise, » dit Victor, songeur. « Vous savez, Katharina, je ne suis pas venue uniquement pour Nicolas. On m'a parlé de vous aussi. Du divorce, du procès, de la perte de vos biens. » « C'est vrai ?» Katharina se tendit. Pourquoi ce juge s'intéressait-il à sa vie privée ? « Oui, » répondit-elle prudemment. « Pourquoi cette question ? Voyez-vous. » Victor s'assit plus près et baissa la voix. « J'ai exercé dans le droit de la famille avant de passer au pénal. Des cas comme le vôtre, j'en ai vu. Et si votre ex-mari a vraiment fait des manœuvres pour récupérer les biens, il est possible de contester ça. Mais le jugement a déjà été rendu, » objecta Katharina. « Et je n'ai ni l'argent pour un bon avocat, ni le temps pour un nouveau procès. L'argent n'est pas un problème, » balaya Victor d'un geste. « Je peux vous recommander un excellent juriste. C'est un ancien élève à moi,
il acceptera de vous représenter pour une somme symbolique. Et le temps? Réfléchissez Katharina. Il s'agit de justice. De ne pas laisser les gens malhonnêtes profiter de leur manigance. Katharina resta songeuse. Autrefois, l'idée d'un nouveau conflit avec Richard lui inspirait du dégoût. Pourquoi rouvrir les blessures du passé? Mais maintenant que Nicolas était entré dans sa vie, maintenant qu'elle avait retrouvé confiance en elle, l'idée de rétablir la vérité lui faisait un peu moins peur. « Je vais y réfléchir », dit-elle enfin. « Merci pour cette proposition. » Le soir, elle raconta tout à Nicolas. Il l'écouta sans l'interrompre. « Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-il lorsqu'elle eut fini. « Pas ce que Victor veut. Ni moi. Mais toi. Moi ?» hésita-t-elle. « Avant, je voulais juste oublier tout ça. Repartir à zéro. Mais aujourd'hui... » Aujourd'hui, l'encouragea doucement Nicolas. « Aujourd'hui, je pense que je dois me battre, » dit-elle d'une voix assurée. « Pas pour l'argent ou les biens, mais pour la justice. Pour que Richard comprenne qu'il ne peut pas trahir et manipuler sans conséquence. »« Alors bats-toi, » répondit simplement Nicolas. « Je serai à tes côtés. » Le lendemain, Katharina appela Victor et accepta de rencontrer l'avocat. Il s'appelait François Dubois, un homme âgé à la barbe grise soignée et aux yeux perçants sous d'épais sourcils. « Racontez-moi tout depuis le début, » dit-il en sortant un vieux carnet en cuir de sa mallette. « Tous les détails, tous les papiers, tous les souvenirs que vous avez. » Katharina lui raconta son histoire pendant 2 heures, son mariage, son divorce. François prenait des notes, posait quelques questions, mais surtout, il l'écoutait attentivement. « Donc, 6 mois avant le divorce, votre mari vous a fait signer des documents liés à un crédit auto ?» répéta-t-il. « Et vous avez signé sans les lire ?»« Oui, » avoua Katharina, un peu gênée. « Je lui faisais confiance. On avait passé 22 ans ensemble. »« Je comprends, » hocha l'avocat. « Vous vous souvenez où c'était? À la banque? À la maison? » « Chez le notaire, » répondit-elle. « Richard a dit qu'il fallait authentifier les papiers. On y est passé juste avant d'aller au théâtre. J'étais en robe de soirée, pressée. Je n'ai même pas regardé ce que je signais. »« Une étude notariale, » répéta pensivement François. « Parfait. Il doit y avoir une trace au registre. On va vérifier exactement ce que vous avez signé. J'ai le sentiment qu'il s'agissait d'un acte de donation. »« Donation ?» répéta Katharina, interloquée. « Mais pourquoi aurais-je donné notre appartement à mon mari ? » Justement, acquiesça-t-il. Il n'y a aucune raison logique. C'est notre point fort. Si on prouve que vous avez été trompé sur la nature du document, la transaction peut être annulée. Quand François partit, promettant de commencer les démarches, Katharina ressentit un frisson étrange. Comme si une porte qu'elle croyait définitivement fermée venait de s'entr'ouvrir. Une porte vers un passé qu'elle n'avait plus peur d'affronter. « Je suis fière de toi », lui dit Nicolas ce soir-là, quand elle lui raconta la rencontre avec l'avocat. « Tu es une femme forte, Katharina. Plus forte que tu ne le crois. »« Tu sais ce qui est fou ?» dit-elle en regardant le coucher de soleil printanier par la fenêtre. « Il y a 6 mois, j'étais brisée, trahie, perdue. Et maintenant, je suis reconnaissante. Parce que sans le divorce, sans la perte de mon appartement, sans l'humiliation, je n'aurais jamais commencé ce travail. Et je ne t'aurais jamais rencontré. Alors on devrait envoyer une carte de remerciement à ton ex-mari ?» plaisanta Nicolas en l'attirant contre lui. « Peut-être un jour, » rit-elle, « quand tout ça sera fini. » Elle ne savait pas encore que tout ne faisait que commencer, que d'autres épreuves, d'autres révélations et d'autres victoires l'attendaient. Mais à cet instant, dans les bras de Nicolas, le cœur rempli d'espoir et de détermination, elle se sentait véritablement heureuse. Mai arriva, et la ville s'emplissait du parfum des lilas et des pommiers en fleurs. Le service de microchirurgie accueillait de plus en plus de patients, ouvriers saisonniers blessés aux mains, sans abri brûlés en cherchant à se réchauffer. Katharina rentrait exténuée, mais le cœur léger. Son travail avait du sens, elle aidait ceux que personne d'autre n'aidait. Nicolas se remettait bien. Les brûlures cicatrisaient, même si des cicatrices marquaient encore son dos et ses mains. Il écrivait longuement, sans douleur, plongé dans l'écriture de son nouveau roman. Katharina le surprenait souvent, penchée sur son cahier, concentrée, absorbée. « Alors, ça avance ?» demandait-elle en posant une tasse de thé devant lui. « Mieux que je ne l'aurais cru », répondait-il avec un sourire. « Avant, j'écrivais ce que « Maintenant, j'écris ce que j'ai vécu. C'est une profondeur nouvelle. »
Son nouveau livre racontait l'histoire d'un médecin qui, après avoir tout perdu, trouve du réconfort en aidant les autres. Une histoire inspirée de la vie de Katharina, mais racontée à travers un héros masculin. Je vais l'appeler Guérison, dit Nicolas. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de soins physiques. C'est aussi celle de cœurs blessés qui se réparent. Katharina passait souvent la nuit chez lui. D'abord sous prétexte de s'occuper du convalescent, puis simplement parce qu'ils se sentaient bien ensemble. Sa chambre d'internat restait vide, et ses collègues commençaient à s'en amuser. Notre chère Katharina s'épanouit comme une rose de mai, glissait Lydia l'infirmière en clin d'œil aux jeunes stagiaires. Il faut dire, elle vit un vrai roman. Katharina ne s'en formalisait pas. Après tant de mois de douleur, elle se sentait enfin aimée et à sa place. Début juin, l'avocat François l'appela. « Katharina, il faut qu'on se voie. J'ai du nouveau pour vous. » Ils se donnèrent rendez-vous dans un petit café près de l'hôpital. Katharina arriva pendant sa pause, encore en blouse blanche, son stéthoscope dans la poche. « J'ai de bonnes nouvelles », annonça François sans préambule dès qu'elle s'assit. « J'ai retrouvé le notaire qui a validé les documents, et j'ai obtenu des copies. Comme je le pensais, c'était bien un acte de donation de l'appartement et de la maison de campagne. »« Mais pourquoi je ne m'en souviens pas ?» demanda-t-elle, perdue. « Parce qu'on vous a trompé, » répondit l'avocat en haussant les épaules. Les papiers étaient rédigés de manière à masquer leur vraie nature. La première page parlait d'une procuration pour un crédit auto, et le reste. Vous avez dû signer sans lire. « Et maintenant ?» demanda Katharina avec espoir. « Maintenant, on dépose une requête pour faire annuler l'acte, » répondit François avec assurance. « On a toutes les raisons, tromperie, dissimulation, intention frauduleuse. Je suis confiant. » « Et si Richard nie tout ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Qu'il essaie, donc, » sourit l'avocat. « Nous avons un témoin, la secrétaire du notaire. Elle se souvient très bien de vous. Elle a dit que vous étiez en robe de soirée, pressée d'aller au théâtre. Elle avait même été étonnée qu'on donne ainsi ses biens, mais votre mari a expliqué que c'était pour une soi-disant optimisation fiscale. » Quand Katharina revint à l'hôpital, elle fut convoquée par le directeur médical, Nicolas Peterson. « Assieds-toi, Katharina, » dit-il comme à son habitude avec chaleur. « Tu veux du thé ? Avec du miel, une tisane peut-être. »« Il se passe quelque chose ?» demanda-t-elle, inquiète en voyant son air soucieux. « Disons que ton ex-mari Richard m'a appelé aujourd'hui. Il a appris que tu travailles ici. Il voulait savoir comment tu allais. »« Ah bon ?» s'étonna Katharina. « D'où vient tout à coup cet intérêt ? Je me le demande aussi, » répondit le directeur en secouant la tête. « Je le sens mal. Il dit qu'il veut te voir pour discuter de choses familiales. Je lui ai dit que je te transmettrai le message, mais que tu décideras toi-même. »« Merci, Nicolas, » répondit-elle en hochant la tête. « Je vais y réfléchir. » Alors qu'elle allait quitter le bureau, Nicolas l'arrêta. « Encore une chose, Katharina. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le ministère nous a accordé un financement supplémentaire pour le service. Et une prime pour toi, en tant que chef de projet. Une belle somme. »« C'est formidable, » s'exclama-t-elle. « On va pouvoir acheter du nouveau matériel. » »« Oui, et aussi agrandir l'équipe. On va étendre le service. » Le soir, Katharina raconta tout à Nicolas, l'appel de Richard et les nouvelles de l'avocat. « Je ne crois pas aux coïncidences, » dit Nicolas en fronçant les sourcils. « Il a dû apprendre d'une manière ou d'une autre pour la plainte. Et il essaie de prendre les devants. Mais comment ? » s'étonna-t-elle. « On a tout fait en toute discrétion. » Le monde est petit, haussa-t-il les épaules. Surtout dans une ville comme celle-ci. Quelqu'un a pu parler. Quelqu'un a pu vous voir ensemble. Peut-être qu'il a encore des contacts parmi ses anciens collègues. Alors, je devrais accepter de le voir. Je pense que oui, acquiesça Nicolas après une pause. Ne serait-ce que pour comprendre ce qu'il veut. Mais pas seul. Choisis un lieu public, avec du monde autour. Ils convinrent que Nicolas resterait à proximité, au cas où. La rencontre eut lieu au café Lyra, un lieu chic en plein centre, fréquenté par la bourgeoisie locale. Katharina arriva à l'heure, le cœur battant. Elle n'avait pas revu Richard depuis qu'il lui avait lancé, au tribunal, son fameux « va soigner des clochards ». Il l'attendait déjà. Toujours aussi élégant, tiré à 4 épingles, ses tempes grisonnantes lui donnant un air distingué. Costume de marque, montre, chevalière en or, tout respirait le succès. « Katharina », dit-il en se levant pour l'accueillir. « Tu es ravissante. » « Mensonge, pensa-t-elle. J'ai maigri,
J'ai l'air fatiguée, et mes cheveux ont blanchi. Mais peut-être que ça lui plaît, de me voir diminuer. Bonjour, Richard, répondit-elle sèchement en s'asseyant. Tu voulais me voir? Oui. Tu veux boire quelque chose? Du vin? Du champagne? Juste de l'eau, coupa-t-elle. Je travaille, je n'ai pas beaucoup de temps. Toujours aussi dévoué au boulot, ricana-t-il. J'ai entendu dire que tu avais refait ta vie. Un écrivain, non? Katharina sentit un frisson. Comment savait-il pour Nicolas? Pourquoi voulais-tu me voir? Demanda-t-elle d'un ton ferme. Richard s'appuya contre le dossier de sa chaise, la détaillant avec curiosité. Tu sais, Katharina, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, commença-t-il. Peut-être que j'ai été trop dur pendant notre divorce. On a quand même passé 22 ans ensemble. Ça compte. Ça comptait, le corrigea-t-elle. Au passé. Comme tu veux, répondit-il avec un sourire fin. Bref, je me suis dit qu'on pourrait régler nos différends calmement. À l'amiable. Comment ça? Se méfia-t-elle. Je pourrais te verser une compensation, dit-il d'un ton détaché. Une somme équivalente à la moitié de la valeur de l'appartement. À condition, bien sûr, que tu abandonnes toute poursuite judiciaire. Voilà donc le but. Il savait pour la plainte et voulait l'acheter. Et si je refuse? Demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Richard sourit. Mais ses yeux restaient froids. Katharina, tu sais bien que m'attaquer en justice ne servira à rien. J'ai des contacts, de l'argent, les meilleurs avocats. Tu vas perdre ton temps et ton énergie. Moi, je te propose une solution rapide, avantageuse pour tous. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle franchement. Il y a 6 mois, tu n'en avais rien à faire. Disons que je me sens responsable, d'une certaine manière, haussa-t-il les épaules. Après tout, on a un fils ensemble. Au fait, comment va-t-il? Très bien, répondit-elle froidement. Il étudie, travaille, il s'en sort. Content de l'entendre, dit-il. Passe-lui le bonjour. Bien sûr. Elle but une gorgée d'eau. Pour ton offre. Je vais y réfléchir. Parfait, répondit-il avec magnanimité. Mais ne tarde pas. L'offre est valable 1 semaine. Après, ce sera plus compliqué. Une menace, comprit Katharina. Il avait peur. Quand elle sortit du café, Nicolas l'attendait sur un banc, en face. Alors? Demanda-t-il, scrutant son visage. Il m'offre de l'argent pour que je retire ma plainte, dit-elle. Il ne nie même pas m'avoir trompée. Il veut juste tout régler à l'amiable. Et tu as répondu quoi? Que j'allais y réfléchir. Elle le prit par le bras, et ils marchèrent lentement dans l'allée. Mais en réalité, il n'y a rien à réfléchir. Je veux la justice. Pas un pot de vin. Ce soir-là, ils appelèrent François pour tout lui raconter. C'est bon signe, se réjouit l'avocat. Ça veut dire qu'il est inquiet. Que notre dossier est solide. Mais, peut-être que je devrais accepter, dit-elle, hésitante. Surtout pas, répondit-il fermement. D'après mon expérience, quand l'adversaire propose de l'argent, c'est qu'il sait qu'il va perdre. 2 jours plus tard, la plainte en annulation du contrat de donation fut déposée. Richard appela immédiatement Katharina, mais elle ne répondit pas. Que pourrait-il encore se dire? L'audience était fixée à la mi-juillet. Jusque-là, Katharina vivait sur des charbons ardents, s'attendant à un coup bas de son ex-mari. Mais rien ne se produisit. Richard ne tenta plus de la contacter, ne vint pas à l'hôpital, n'envoya personne. Il prépare peut-être un coup pour le jour J, supposa Nicolas. Ou bien il est sûr de gagner, soupira Katharina. 2 semaines avant le procès, un événement inattendu se produisit. Un homme âgé avec de graves brûlures aux mains fut amené dans le service où travaillait Katharina. Sans abri, sans papier, il se présenta simplement comme « Tonton Charlie ». On l'avait trouvé à la gare, les mains brûlées après avoir voulu se réchauffer près d'un feu. Katharina commença à soigner ses plaies, quand il dit soudain « Docteur, je te reconnais. C'est toi qui m'as sauvé les mains l'hiver dernier, quand je les avais gelées. T'as un bon cœur. » Elle le regarda de plus près, oui, c'était bien un de ses premiers patients du service. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle en continuant. « Ça fait mal. »« Rien que je ne connaisse déjà, » répondit-il en fermant les yeux. « J'ai l'habitude. La vie m'a appris. » Pendant le soin, il raconta qu'il avait été ingénieur, avec une famille, un bon emploi dans une grande usine. Puis l'usine a fermé, sa femme l'a quitté,
il a commencé à boire, a perdu son logement. Une histoire classique de la crise économique, quand tant de vies ont basculé. Maintenant je traîne, soupira Théil. Les gares, les caves. L'été ça va, mais l'hiver. Nous avons une assistante sociale, dit Katharina. Elle peut vous aider à refaire vos papiers, trouver un foyer. Un foyer ? Il fit un geste de la main. Je suis habitué comme ça. La liberté, c'est tout ce qui me reste. Quand elle eut terminé, il ajouta soudain. Tu sais, docteur, j'ai entendu un truc l'autre nuit. Je dormais dans la salle d'attente de la gare. 2 types parlaient. L'un disait à l'autre qu'il avait trouvé un témoin prêt à dire n'importe quoi contre de l'argent. Il parlait d'une doctoresse, d'un procès. J'aurais oublié si l'un d'eux n'avait pas dit ton prénom Katharina. Alors je me suis dit, peut-être que ça te concerne. Le cœur de Katharina se serra. Donc Richard préparait bel et bien quelque chose. Il avait trouvé un faux témoin. Vous vous souvenez à quoi ressemblait cet homme ? Demanda-t-elle, tentant de rester calme. Bien sûr. Bien habillé, costume cher, une bague en or. Un type important. Aucun doute, c'était Richard. Le soir, Katharina raconta tout à Nicolas et à l'avocat. Il nous faut ce témoin, dit François d'un ton ferme. S'il accepte de témoigner. J'en doute, répondit Katharina. Il est sans abri, sans papier. Et il voudra sûrement pas se mêler à tout ça. Laissons-lui le choix, proposa Nicolas. J'ai l'habitude avec ces gens-là. Quand je vivais en foyer, j'en ai connu beaucoup qui tentaient de s'en sortir. Ils ne font pas confiance aux autorités, mais peuvent se confier à ceux qui leur parlent d'égal à égal. Le lendemain, Nicolas alla voir Charlie et parla longuement avec lui. Katharina ignorait ce qu'il s'était dit, mais Nicolas revint avec un sourire. Il accepte d'aider, annonça-t-il. À une condition, qu'on l'aide à refaire ses papiers et à trouver du travail. Pas une aumône, un vrai boulot. Il dit qu'il a des mains, qu'il peut être gardien, concierge, balayeur, peu importe. Du moment que c'est honnête. On peut arranger ça, acquiesça Katharina. On cherche justement un gardien de nuit à l'hôpital. Avec logement sur place. L'avocat fut ravi d'apprendre la nouvelle. On a un témoin prêt à affirmer que votre ex-mari cherchait un faux témoignage, dit-il. C'est un atout précieux. Il ne restait plus que 10 jours avant l'audience, et Katharina sentait la tension monter. Parfois pleine d'espoir, parfois écrasée par le doute, elle imaginait Richard l'humiliant encore devant tout le monde. Quoi qu'il arrive, je suis là, disait Nicolas le soir en la prenant dans ses bras. On affrontera ça ensemble. Et elle le croyait. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule face à l'adversité. Elle faisait partie d'un lien fort, fondé sur le respect et le soutien mutuel. Tu ne perdras pas, lui dit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder les étoiles. Même si on perd au tribunal, moi j'ai déjà gagné. Parce que j'ai trouvé la force de me battre. Et parce que je t'ai trouvé, toi. Tu ne perdras pas, répondit-il avec assurance. La justice doit l'emporter. Sinon, le monde n'a plus aucun sens. Elle sourit devant sa foi naïve dans le triomphe du bien. Et soudain, elle se rendit compte qu'elle y croyait elle aussi. Malgré tout. Malgré le passé. Malgré la logique. Et le jour décisif approchait à grands pas. Le matin du procès, l'angoisse était à son comble. Katharina n'avait presque pas dormi, répétant en boucle les scénarios possibles. Nicolas s'était tendu lui aussi, même s'il faisait de son mieux pour ne rien montrer. Il avait préparé le petit déjeuner omelette aux tomates et fromage, café fraîchement moulu, toast à la confiture. Mais Katharina n'avait presque rien avalé. Tout ira bien, dit-il en posant sa main sur la sienne. On a un bon dossier et un super avocat. Je sais, répondit-elle. Mais je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que Richard prépare quelque chose. Il n'a jamais perdu, tu comprends ? Il gagne toujours. Il y a un début à tout, sourit Nicolas. Et puis, ce n'est pas la victoire qui compte. C'est le fait que tu te sois battu. C'est ça, la vraie victoire. Avant de partir, Katharina hésita longuement sur sa tenue. Elle choisit finalement un tailleur bleu marine, acheté avec son premier salaire dans le nouveau service. Ce costume représentait sa nouvelle vie, la nouvelle Katharina forte, indépendante, prête à défendre ses droits. Ils arrivèrent au tribunal en avance. François les attendait dans le couloir, impeccable, avec sa mallette en cuir pleine de dossiers. « Bonjour, Katharina. » La salua Théil. « Prête ? » ?»« Prête au combat, » répondit-elle, même si elle tremblait intérieurement. « Parfait, » acquiesça l'avocat. « Notre témoin est déjà là.
Il désigna un homme âgé assis au bout du couloir. Tonton Charlie était méconnaissable rasé de près, vêtu d'une chemise propre et d'un pantalon. Nicolas lui avait acheté des vêtements spécialement pour l'occasion. Il tripotait nerveusement une casquette usée. À côté de lui, un jeune homme en uniforme, un infirmier de l'hôpital, l'avait accompagné et devait le ramener ensuite. « Merci d'être venu, Charlie », dit Katharina en s'approchant. « Comment vont vos mains ?»« Elles guérissent doucement », répondit-il avec un sourire. « Grâce à vous, Katharina. Je n'oublie pas ce que vous avez fait. Je dirai tout ce qu'il faut. Vous pouvez compter sur moi. » À ce moment-là, Richard apparut au bout du couloir. Il n'était pas seul. À ses côtés marchait un homme élégant avec une chemise remplie de documents, sûrement son avocat, et un peu plus loin, une jeune femme enceinte visiblement avancée. Anna. Katharina eut le souffle coupé. Pourquoi l'avait-il amenée? Pour exhiber son bonheur? Ou pour susciter la pitié? Du genre, ne privez pas une future mère et son enfant de leur logement. Ne les regarde pas, souffla Nicolas. Concentre-toi sur ce qui compte. L'audience débuta à 10 heures précises. La juge, une femme corpulente d'âge moyen au visage fatigué, lut l'objet de la plainte, puis donna la parole à la partie plaignante. François prit la parole d'un ton clair et sûr. Il expliqua comment Richard avait trompé sa femme en lui faisant signer un contrat de donation, en le faisant passer pour des papiers liés à un prêt auto. Il insista sur le fait que Richard avait choisi exprès un moment où elle était pressée pour qu'elle ne puisse pas lire les documents attentivement. Il avait tout planifié, y compris le divorce, en transférant les biens à son nom. Nous demandons que le tribunal déclare ce contrat de donation nul et non avenu, conformément à l'article sur les actes signés sous tromperie, conclut l'avocat. L'avocat de Richard, qui se présenta comme Sergueï Karpov, paraissait sûr de lui, presque condescendant. « Madame la juge », commença-t-il. « Mon client nie catégoriquement toute accusation de tromperie. Le contrat a été signé volontairement et en toute connaissance de cause par la plaignante. C'était même un geste de gratitude de sa part, après toutes les années où mon client a soutenu financièrement le foyer, gagnant bien plus que son épouse. » Un pur mensonge, pensa Katharina. Elle avait toujours travaillé autant que lui, parfois même davantage. La défense a un témoin qui confirmera que la plaignante savait exactement ce qu'elle signait, poursuivit Karpov. Un homme quelconque d'âge moyen entra dans la salle. C'était le notaire qui avait enregistré les documents. Katharina se tendit. Richard avait-il réussi à le soudoyer? Témoin, dit la juge, vous souvenez-vous des circonstances de la signature du contrat en question? Oui, madame la juge, répondit le notaire. Je m'en souviens très bien. Un couple est venu me voir pour enregistrer une donation immobilière. Je leur ai expliqué les conséquences légales, comme la loi l'exige. Les deux époux ont confirmé qu'ils comprenaient et agissaient de leur plein gré. Vous êtes certain que la plaignante savait qu'elle signait un contrat de donation? Demanda la juge. Absolument, madame la juge, dit-il avec assurance. Je lui ai lu les principales clauses, elle m'a confirmé qu'elle en comprenait le sens. François se leva. Témoin, vous souvenez-vous de la tenue de la plaignante ce jour-là? Le notaire hésita. Je ne fais pas attention à ce genre de détails. J'ai beaucoup de clients, vous savez. Vous ne trouvez pas étrange, reprit l'avocat, qu'une femme fasse don de sa maison et de sa résidence secondaire à son mari sans raison apparente? Ce n'est pas à moi de juger les motivations de mes clients, répondit le notaire sèchement. Je vérifie seulement la légalité et la volonté des parties. La défense a-t-elle d'autres témoins? Demanda la juge. Oui, madame la juge, répondit Karpov. Nous appelons Anna Torres, l'épouse du défendeur. Katharina sursauta. Richard avait déjà épousé Anna. Et elle portait désormais le nom de Torres, celui que Katharina avait porté pendant 22 ans. Anna entra, une main posée sur son ventre rond. Malgré la grossesse, elle semblait jeune et fraîche. De longs cheveux blonds, un maquillage soigné, une robe de maternité à la mode. « Anna, dit l'avocat, que savez-vous des relations entre votre mari et la plaignante? » Elles étaient très tendues, commença Anna d'une voix aiguë. Richard me disait souvent que son ex-femme lui reprochait de ne pas gagner assez, qu'elle exigeait plus d'argent. Elle lui aurait même proposé de mettre les biens à son nom, soi-disant pour protéger la famille des créanciers. Mais finalement, ils se sont mis d'accord pour faire l'inverse, la maison et la résidence secondaire pour Richard, et la voiture pour elle. Quel culot, pensa Katharina. Même la voiture était au nom de Richard. Jamais elle ne lui avait demandé plus d'argent. Au contraire, elle avait souvent pris des gardes supplémentaires pour aider la famille. Quand Anna eut fini, François demanda à intervenir. Témoin,
Comment connaissez-vous ces détails? Étiez-vous présente lors de ces échanges entre époux? Non, mais Richard m'a tout raconté, répondit Anna. Donc, vous rapportez au tribunal les paroles de votre mari, et non vos propres observations. Eh bien, oui, dit-elle, déstabilisée. Madame la juge, s'adressa François au tribunal, ce témoignage ne peut être considéré comme fiable, puisqu'il repose sur un récit de seconde main et non sur une observation directe. La juge hocha la tête. Objection retenue. Témoin, vous pouvez disposer. Anna quitta la salle avec un air vexé. La plaignante a-t-elle des témoins? Demanda la juge. Oui, madame la juge, répondit François. Nous appelons Isabella Rossi, secrétaire du notaire ayant enregistré le contrat. Une femme d'un certain âge, coiffée avec soin et portant des lunettes, entra dans la salle. Elle semblait sûre d'elle, même si la nervosité transparaissait. Isabella Rossi, dit François. Vous étiez secrétaire chez ce notaire en décembre dernier? Oui, répondit-elle. J'y travaille depuis 15 ans. Vous souvenez-vous d'un couple venu enregistrer une donation immobilière? Oui, très bien, dit-elle. J'avais été surprise à l'époque. La femme portait une robe de soirée, visiblement pressée pour aller au théâtre ou à un concert. Et elle ne savait clairement pas qu'elle signait une donation. Son mari répétait sans arrêt « C'est juste une formalité pour le crédit auto. Signe vite, on est en retard. » Le notaire lui a-t-il expliqué le contenu du document? Non, secoua-t-elle la tête. Il était occupé avec un autre client. C'est son assistant qui s'en est chargé. Il a bien lu quelques points principaux, mais très vite et sans clarté. Et le mari n'arrêtait pas de presser, disant « Oui, oui, on comprend tout, dépêchez-vous. » Et vous n'en avez pas parlé au notaire? Demanda la juge, surprise. Je l'ai fait, plus tard, répondit-elle. Mais il m'a dit que tout était légal, que les documents étaient signés, et que ce n'était pas à moi de m'ingérer dans les affaires conjugales. L'avocat de Richard bondit de son siège. Madame la juge, ce témoin est manifestement partial. Son témoignage contredit celui du notaire. Asseyez-vous, répondit fermement la juge. Je déciderai moi-même quels témoignages sont crédibles. Le témoin suivant fut oncle Charlie. Il raconta comment, à la gare, il avait entendu 2 hommes discuter de la mise en place d'un faux témoin contre la docteure Katharina. L'un disait à l'autre, il faut qu'il dise qu'elle savait tout et qu'elle voulait donner ses biens. Pour de l'argent, il dira ce que tu veux. Et l'autre a répondu, t'inquiète pas, tout est ficelé, elle repartira sans rien, comme la dernière fois. Pouvez-vous identifier ces hommes? Demanda la juge. Oui, sûr et certain, répondit oncle Charlie en hochant la tête. Il désigna Richard. Celui en costume chic, avec une bague voyante. Un silence pesant s'abattit dans la salle. Richard pâlit et se pencha vers son avocat en chuchotant fébrilement. « Madame la juge », s'écria l'avocat, « ce témoin n'est absolument pas fiable. Il n'a pas de papier, il est sans abri, probablement alcoolique ou atteint de troubles mentaux. Son témoignage ne devrait pas être pris en compte. » « Veuillez ne pas insulter le témoin », rétorqua sèchement la juge. « Nous allons juger de sa fiabilité. Témoin, pouvez-vous nous dire précisément la date où vous avez entendu cette conversation? » Bien sûr, acquiesça oncle Charlie. C'était le jour des petits bonshommes en pain d'épices. Pardon? Demanda la juge, confuse. Oui, au café de la gare, ils servent des biscuits en forme de bonhomme 1 fois par mois, le premier. Je fais toujours attention, parfois des gens sympas m'en offrent. Donc c'était le 1er juillet, intervint l'avocat de Richard. Mon client était en déplacement à Lyon ce jour-là. Nous avons les billets, la réservation d'hôtel, tout est vérifiable. Je n'ai jamais dit que c'était le 1er juillet de cette année, répondit calmement oncle Charlie. C'était le 1er juin. En juin aussi, ils servent ces biscuits. L'avocat de Richard se tut. Quelques rires étouffés s'élevèrent dans la salle. Après l'audition des témoins, la juge annonça une pause pour examiner les pièces écrites du dossier. Katharina et Nicolas sortirent dans le couloir, où Victor les attendait déjà. « Alors » demanda-t-il, inquiet. « Pour l'instant, ça va » répondit François. Mais le notaire ment clairement. Et on ignore encore ce que Richard nous réserve. « J'ai parlé à la présidente du tribunal » murmura Victor. « Elle est au courant de cette affaire et m'a promis que la décision serait juste. La juge Kovalva n'est pas achetable, c'est une femme de principe. » Quand l'audience reprit, la juge donna la parole au défendeur. Richard se leva, ajusta sa veste et prit la parole avec assurance, comme un homme habitué à s'exprimer en public. « Madame la juge,
je voudrais dire que toutes ces accusations ne sont qu'une tentative de vengeance de mon ex-femme. Elle ne supporte pas que j'aie refait ma vie. Elle essaie de me salir, de me faire passer pour un escroc. Mais la vérité, c'est que c'est elle qui a proposé de mettre les biens à mon nom, parce qu'elle avait des dettes envers ses collègues. Elle craignait que les créanciers s'en prennent à notre appartement. Mais quelle absurdité, pensa Katharina. Elle n'avait jamais eu la moindre dette. J'ai accepté parce que je lui faisais confiance, je croyais qu'on resterait ensemble pour toujours, poursuivit Richard. Puis elle s'est éloignée, rentrait tard, cachait ses revenus. Je pense qu'elle avait une liaison. Et quand je lui ai posé la question, elle a fait une scène et a quitté la maison. Aujourd'hui que j'ai une nouvelle famille, qu'un bébé est en route, elle veut priver un enfant à naître de son foyer. Katharina écoutait cette avalanche de mensonges, le sang bouillonnant dans ses veines. Comment pouvait-il mentir avec autant de calme? Comment osait-il la faire passer pour la méchante? J'ai terminé, madame la juge, conclut Richard avant de se rasseoir, l'air triomphant. La plaignante souhaite-t-elle répondre? Demanda la juge. Katharina se leva. Elle n'avait pas prévu de parler, mais elle ne pouvait pas laisser ses mensonges sans réponse. Madame la juge, je veux juste dire une chose, commença-t-elle, la voix tremblante malgré ses efforts. J'ai été l'épouse de cet homme pendant 22 ans. Je lui ai donné un fils, je l'ai soutenu dans tous ses projets, j'ai travaillé autant que lui, souvent plus. Je n'ai jamais eu de dette, ni de liaison. Quand il m'a dit qu'il partait pour une autre, je n'ai pas crié, je n'ai pas demandé de pension, je n'ai pas touché à ses affaires. Je voulais juste garder ce qui me revenait de droit la moitié de ce que nous avions construit ensemble. Mais il m'a tout pris par la ruse, puis il s'est moqué de moi, en me disant d'aller soigner les clochards. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis fière. Parce que même les gens rejetés par la société ont quelque chose que mon ex-mari n'a pas, une conscience et de la gratitude. Un silence lourd s'installa. La juge fixait Katharina, évaluant visiblement la sincérité de ses paroles. Le tribunal se retire pour délibérer, annonça-t-elle enfin. Pause d'1 heure. Cette heure parut une éternité à Katharina. Elle, Nicolas et François restèrent assis dans le couloir, presque sans parler. En face d'eux, Richard, son avocat et Anna lançaient à Katharina des regards glacials. Enfin, on les rappela dans la salle. La juge entra, un dossier à la main. « Veuillez vous lever, le tribunal va rendre sa décision », déclara la greffière. Katharina sentit son cœur battre à tout rompre. Son destin allait se jouer maintenant. Après examen des pièces du dossier, écoute des témoignages et des déclarations des parties, commença la juge, le tribunal conclut que le contrat de donation signé entre Richard Torres et Katharina Torres a été obtenu par tromperie. Le tribunal décide de déclarer ce contrat nul et non avenu et de restituer à la communauté des époux l'appartement situé au, ainsi que la résidence secondaire située au. La suite, Katharina ne l'entendit presque pas. Un bourdonnement de joie et de soulagement emplissait ses oreilles. Elle avait gagné. La justice avait triomphé. En sortant de la salle d'audience, elle éclata en sanglots sur l'épaule de Nicolas. « Tu as été formidable », murmurait-il en lui caressant les cheveux. « Je suis tellement fière de toi. » « On a remporté le premier round, dit François en les rejoignant. « Il faudra encore discuter du partage des biens, mais ce sera une autre bataille, et on sera prêt. » En quittant le tribunal, Katharina aperçut Richard. Il se tenait près de sa voiture, sombre, le visage déformé par la colère. Leurs regards se croisèrent, et elle ressentit un calme étrange. Il ne pouvait plus lui faire de mal. Elle avait gagné pas seulement devant la justice, mais aussi contre la peur qu'il incarnait. Le soir, elle et Nicolas célébrèrent avec un petit festin. Une bouteille de champagne, un gâteau, et un appel à Daniel pour partager la bonne nouvelle. « Je savais que tu y arriverais, maman », dit son fils. « Tu es forte. »« Merci, mon chéri », répondit Katharina, émue. « Viens me voir quand tu peux. J'ai plein de choses à te raconter. Et quelqu'un à te présenter. » Elle regarda Nicolas, qui s'activait autour de la table de fête, et sentit un bonheur immense l'envahir. Cette victoire n'était pas seulement matérielle, c'était une victoire sur le passé, la peur, le manque de confiance en elle. « Va soigner les clochards. » Les mots de son ex-mari résonnaient encore dans sa mémoire. À l'époque, ils avaient sonné comme une insulte, presque une malédiction. En réalité, ils s'étaient révélés prophétiques, l'ouvrant à une vie nouvelle, pleine de sens. Après le procès, la vie de Katharina changea à une vitesse folle. Le partage des biens se déroula étonnamment sans heurts. Richard, humilié par sa défaite, ne chercha pas à compliquer les choses et accepta un accord à l'amiable.
Katharina obtint la moitié de la valeur de l'appartement et de la maison de campagne, ainsi qu'une compensation pour l'usage exclusif des biens pendant 6 mois. « Je ne comprends pas pourquoi il est devenu si conciliant tout à coup », dit-elle à François au téléphone. « Je pense que c'est une question de réputation », expliqua l'avocat. « Il est directeur d'une clinique très réputée. Si cette histoire de fraude venait à se savoir, sa carrière en prendrait un coup. Il préfère donc tout régler discrètement. » La première chose que fit Katharina avec l'argent fut d'acheter un petit 2 pièces non loin de l'hôpital. Ensuite, elle proposa à Nicolas d'emménager avec elle. « Tu es sûr ?» demanda-t-il en la regardant dans les yeux. « On se connaît depuis seulement quelques mois. »« Mais j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, » sourit-elle. « Et puis, à notre âge, on n'a plus envie de perdre du temps avec des conventions. » Ils s'installèrent dans le nouvel appartement début septembre. Katharina prit plaisir à le décorer à son goût meubles, rideaux, vaisselle. Rien à voir avec son ancien foyer, où Richard décidait de tout. Ici, chaque objet reflétait sa personnalité, son idée du confort. Nicolas se créa un petit bureau dans la seconde chambre, un bureau, des étagères remplies de livres, un fauteuil confortable. Il travaillait sur un nouveau roman qu'un grand éditeur s'était déjà engagé à publier. L'histoire d'un incendie, d'un enfant sauvé et d'une rencontre avec une femme médecin avait captivé le comité de lecture. En octobre, Victor les invita à un dîner de famille. Sa fille, la mère du garçon sauvé par Nicolas, tenait à remercier son sauveur en personne. « Mais ne me faites pas passer pour un héros », disait Nicolas, gêné. « J'étais juste au bon endroit au bon moment. »« Pour nous, vous êtes un héros », affirma fermement Helena, la fille de Victor, alors qu'ils étaient déjà attablés dans le grand salon. « Sans vous, mon Christopher ne serait peut-être plus là. » Le petit garçon, brun et étonnamment sérieux pour son âge, regardait Nicolas avec admiration. « Tonton Nicolas, c'est vrai que vous êtes écrivain ?» demanda-t-il. « Vous allez écrire une histoire sur moi ?»« Bien sûr, » sourit Nicolas. « Je changerai juste ton nom pour que personne ne devine. » Pendant le dîner, Victor parla de son nouveau projet, un fonds d'aide aux talents en difficulté. « On attribuera des bourses à des écrivains, artistes, musiciens qui n'ont pas les moyens de développer leur talent, expliqua-t-il. Et j'aimerais que tu sois responsable de la sélection pour la section littéraire, Nicolas. Moi ? S'étonna Nicolas. Il y a 6 mois encore, je vivais dans un foyer. Justement, répondit Victor. Tu sais ce que vaut un talent étouffé, et tu comprends l'importance d'un coup de pouce au bon moment. Nicolas accepta, non sans hésiter. Et 1 semaine plus tard, Victor rappela cette fois pour proposer quelque chose à Katharina. « Katharina, j'aimerais que tu rejoignes le conseil du fonds comme conseillère médicale, » dit-il. « Beaucoup de nos bénéficiaires ont des problèmes de santé. Il nous faut un expert pour évaluer leurs besoins. » C'est ainsi que Katharina et Nicolas se retrouvèrent embarqués ensemble dans ce nouveau projet qui les passionna vite. Ils faisaient passer des entretiens, examinaient des dossiers, organisaient des soins médicaux pour ceux qui en avaient besoin. Le premier à bénéficier du fonds fut Sergueï Lounine, un peintre de paysages talentueux, devenu presque aveugle à cause du diabète. Grâce au fonds, il fut opéré à Paris et retrouva partiellement la vue d'un œil. 1 mois plus tard, sa première exposition personnelle ouvrit à la galerie municipale un événement culturel marquant pour la ville. En décembre, le fils de Katharina l'appela. « Maman, je viens pour le nouvel an », annonça-t-il. « Et je ne viens pas seul. »« Tu as rencontré quelqu'un ?» demanda Katharina avec joie. « Oui, elle s'appelle Maria, elle est pédiatre. On s'est connus à une conférence. Ça te dérange si elle vient avec moi ? » Au contraire, j'ai hâte de la rencontrer. Ils fêtèrent la nouvelle année tous les 4, Katharina, Nicolas, Daniel et Maria. Les jeunes s'entendirent tout de suite avec Nicolas, surtout en découvrant qu'il était l'auteur du roman Le temps de vivre, qu'ils venaient justement de lire. « Incroyable !» s'exclama Maria. « On a parlé de votre livre toute la nuit après notre rencontre. Il est si vrai. » Katharina les regardait tendrement. Son fils, sa compagne et Nicolas en pleine discussion sur la littérature, assis sous le sapin avec des coupes de champagne. 1 an plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tel tournant. Fin janvier, Nicolas reçut un appel de l'éditeur. Son nouveau roman Guérison allait être publié. L'éditeur était enthousiaste et prédisait un grand succès. « Tu sais ce qui est fou ?» dit Nicolas, en trinquant dans leur café préféré. « J'ai commencé ce livre au plus bas, sans toi, sans argent, sans espoir. Et je l'ai terminé en étant un homme nouveau heureux, amoureux, chez moi. Tu as mérité ce bonheur, » murmura Katharina en lui serrant la main. En février,
un autre événement marqua leur vie. Katharina fut convoquée par le directeur de l'hôpital, Nicolas Peterson. « Katharina, j'ai des nouvelles pour toi », dit-il en servant du thé dans des mugs ordinaires. « Le ministère a salué les résultats de ton service. Ils veulent élargir le projet à toute la région. Et ils te proposent le poste de directrice adjointe chargée des publics vulnérables. » « C'est un grand honneur, » répondit-elle, un peu bouleversée. « Et une grande responsabilité, » ajouta-t-il. « Mais je sais que tu es prête. » Réfléchis Y, mais je crois connaître déjà ta réponse. Le soir, elle en parla à Nicolas. « Bien sûr que tu dois accepter, » dit-il sans hésiter. « Tu es née pour ça. Une vraie médecin, une vraie meneuse. Sous ta direction, ce projet va changer encore plus de vies. » Le lendemain, elle accepta la proposition. Désormais, elle supervisait non seulement le service de microchirurgie, mais aussi plusieurs autres départements s'occupant de patients en situation de précarité. Au printemps, un autre événement important bouleversa leur vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon à regarder les étoiles, Nicolas prit soudain la main de Katharina. « J'ai longtemps réfléchi à la manière de le faire, » dit-il, un peu nerveux. « Je voulais organiser quelque chose de spécial, de romantique. Et puis, je me suis dit qu'on n'avait pas besoin de feux d'artifice ni d'orchestre. Katharina, veux-tu m'épouser ?» Elle le regarda, sans y croire. Recevoir une demande en mariage à 45 ans, alors qu'on ne s'attend plus à une nouvelle histoire d'amour. « Oui », répondit-elle simplement. « Bien sûr que oui. » Ils décidèrent de faire une petite cérémonie en comité restreint. Daniel et Maria accoururent dès qu'ils apprirent la nouvelle. Victor, sa fille et son petit-fils furent également invités. Les collègues de l'hôpital organisèrent une jolie fête dans la salle de repos. Pour la cérémonie, Katharina choisit un élégant tailleur ivoire au lieu d'une robe blanche. Nicolas portait un costume bleu marine avec une cravate offerte par Daniel. Après la mairie, ils se rendirent au restaurant Vieille Ville, où les invités les attendaient déjà. C'est là que Katharina retrouva son ancienne amie Svetlana, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Katharina, c'est toi ?» s'écria Svetlana en la voyant. « J'ai entendu dire que tu t'étais remariée. J'en revenais pas. »« C'est vrai », sourit Katharina en lui présentant Nicolas. « Tu sais, j'ai croisé Richard récemment, » murmura Svetlana. « Apparemment, il a des soucis. Sa clinique est au bord de la faillite, sa jeune épouse l'a quitté avec leur enfant. »« Je ne veux rien savoir, » répondit calmement mais fermement Katharina. « C'est sa vie, elle ne me concerne plus. » Le soir, une fois les invités partis, elle et Nicolas se retrouvèrent seuls dans leur appartement, désormais leur vrai nid. « Tu ne regrettes pas ?» demanda Nicolas en la serrant dans ses bras. « De quoi ?» s'étonna-t-elle. « D'avoir lié ta vie à un ancien sans-abri plutôt qu'à un riche homme d'affaires. »« Idiot !» répondit-elle en riant et en l'embrassant. « Tu es l'homme le plus accompli que je connaisse. Parce que tu sais être heureux et rendre les autres heureux. » Cette nuit-là, Katharina rêva encore de son ex-mari. Il se tenait dans le couloir du tribunal et lui criait « Va soigner les clochards ». Mais cette fois, dans son rêve, elle ne ressentait ni douleur ni colère. Elle souriait simplement et répondait « Merci pour le conseil. Il a changé ma vie pour le meilleur. » Au matin, réveillée dans les bras de l'homme qu'elle aimait, les rayons du soleil dansant sur les murs de leur chambre, Katharina pensa que la vie faisait parfois de drôles de détours. Et ce qu'on croit être la fin d'un chemin est souvent le début d'une route bien plus heureuse. Un an passa après le mariage. La vie de Katharina et Nicolas suivait son cours, paisible mais bien rempli. Son travail de directrice adjointe lui demandait beaucoup d'énergie, mais lui apportait aussi une grande satisfaction. Grâce à elle, le programme d'aide médicale aux plus démunis s'étendit à toute la région, avec de nouveaux services ouverts dans plusieurs hôpitaux locaux. Nicolas, lui, ne chômait pas. Son roman Guérison connut un succès inattendu. Il fut traduit en plusieurs langues, et une grande maison d'édition londonienne lui proposa un contrat pour une série de livres. Chaque matin, il s'installait à son bureau pour écrire une nouvelle histoire, celle d'un homme de 50 ans qui décidait de changer de vie et de partir en autostop à travers le pays. Le fond de Victor se portait aussi très bien. En un an, ils avaient aidé des dizaines d'artistes peintres, musiciens, écrivains qui, à cause des aléas de la vie, ne pouvaient pas réaliser leur potentiel. Katharina était particulièrement fière du programme de rééducation médicale. Grâce à lui, plusieurs personnes atteintes de maladies graves avaient pu retrouver le chemin de la création. En juin, Daniel appela avec une nouvelle inattendue, lui et Maria allaient se marier. « Maman, le mariage aura lieu en août, » dit-il, excité. « J'espère que toi et Nicolas pourrez venir. »« Bien sûr, mon chéri, »
répondit Katharina, ravie. Nous serons là. Vous avez besoin d'aide pour l'organisation? Non, ça ira. Maria est une vraie pro de l'organisation, elle a tout prévu jusqu'au moindre détail. Mais, il y a un souci. Papa sera aussi là. Katharina se figea. Revoir son ex-mari. Elle ne l'avait pas vu depuis plus d'1 an, depuis le procès. Il paraissait que ses affaires n'allaient pas bien. La clinique qu'il dirigeait avait perdu plusieurs contrats importants, et sa jeune femme l'avait vraiment quitté avec leur enfant. « Daniel, ne t'en fais pas, dit-elle enfin. C'est ton mariage. Ton père et moi sommes adultes. On ne gâchera pas ta fête. » Le soir, elle en parla avec Nicolas. « Tu te sens prête à le revoir ?» demanda-t-il, inquiet. « Je crois que oui, » répondit-elle. « Le temps a passé. Je lui ai pardonné depuis longtemps. Et surtout, je ne ressens plus rien quand je pense à lui. Il fait simplement partie de mon passé. Rien de plus. » En août, ils s'envolèrent pour Barcelone, où vivaient Daniel et Maria. La ville les accueillit avec un temps radieux, presque estival. Les jeunes mariés avaient réservé des chambres confortables pour leurs parents dans un petit hôtel du centre, tout près de la grande avenue. Le mariage était prévu pour samedi. Le vendredi soir, un dîner familial était organisé pour que les parents des 2 côtés fassent connaissance. Katharina était un peu nerveuse en choisissant sa tenue. Elle opta pour une robe élégante bleu lagon que Nicolas lui avait rapportée de Paris, où il était allé présenter son livre. Au restaurant, Daniel les accueillit, visiblement stressé, son regard allant de sa mère à son père déjà installé à table. Richard avait changé. Il paraissait plus vieux, avec de nouvelles rides, des tempes dégarnies, des cheveux nettement plus gris. Mais c'était surtout son regard qui avait changé. Plus de suffisance, plus d'arrogance. Juste une sorte de fatigue méfiante. « Bonjour, Katharina, » dit-il en se levant. « Je suis content de te revoir. »« Bonjour, Richard, » répondit-elle calmement. « Je te présente mon mari, Nicolas. » Les 2 hommes échangèrent une poignée de main, se jaugeant discrètement du regard. « J'ai entendu parler de vous, » dit Richard. « J'ai lu votre livre. C'est puissant. »« Merci, » répondit simplement Nicolas. La soirée se passa mieux que ce que Katharina avait imaginé. Tout le monde se comportait en adultes civilisés, réunis par la joie des jeunes mariés. Les parents de Maria, des gens charmants et cultivés, créaient une atmosphère chaleureuse et détendue. Les conversations allaient bon train sur l'avenir du couple, sur leurs projets, sur la médecine. À la fin du dîner, alors que tout le monde se disait au revoir, Richard demanda soudain à Katharina de le rejoindre sur la terrasse du restaurant. « Je voulais te parler en privé, » dit Richard quand ils se retrouvèrent seuls sous le ciel étoilé. « De quoi ?» demanda Katharina, un peu méfiante. « Je voulais te demander pardon, » murmura Richard, évitant son regard. « Pour tout ce que je t'ai fait subir. Pour les mensonges, l'humiliation, pour ce que j'ai dit au tribunal. J'avais tort. Et maintenant, je le vois. » Katharina resta silencieuse, sans savoir quoi répondre. Jamais elle n'aurait imaginé entendre des excuses de la part de cet homme qui pensait toujours avoir raison. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Rich ?» demanda-t-elle enfin, utilisant sans le vouloir son vieux surnom d'autrefois. « La vie m'a remis à ma place, » répondit-il avec un sourire amer. « Anna est partie. Elle a emmené notre fils. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec quelqu'un capable de faire ça à une femme qui lui avait donné 20 ans de sa vie et un enfant. La clinique est au bord de la faillite. Les investisseurs ont rompu après le scandale des documents falsifiés. Ma réputation est détruite. Même mes collègues m'ont tourné le dos. » Il fit une pause, puis ajouta. « Et toi ? Tu as l'air heureuse. »« Je le suis, » répondit simplement Katharina. « Je suis content pour toi, » dit Richard, sincèrement cette fois. « Vraiment. Tu mérites d'être heureuse. J'ai compris ça. Bien trop tard. » Ils restèrent un moment silencieux, regardant la ville illuminée. Puis Richard demanda. « Tu te souviens de notre première rencontre ? Dans la salle des internes, quand tu lisais un dossier et que je suis arrivée pour faire du café. »« Oui, je m'en souviens, » acquiesça-t-elle. « Je t'avais invitée à un concert. »« C'est vrai, » sourit-elle. « Je me souviens encore de toi dans cette robe simple avec le petit col blanc. Tu étais magnifique. Et comme tu étais gênée quand je t'ai pris la main. » Katharina sentit une émotion la traverser. Pas de l'amour, non. Mais une douce nostalgie pour la jeune fille qu'elle avait été, et pour ce garçon amoureux. « C'était une belle époque, » dit-elle. « Mais elle est passée, riche. Aujourd'hui, on a tous notre propre vie. »« Je sais, » répondit-il. « Je voulais juste que tu saches.
que je regrette. Et que je te remercie pour notre fils. C'est un homme bien, un vrai. C'est grâce à toi. Pas seulement grâce à moi, dit-elle doucement. Tu as été un bon père, quand tu n'oubliais pas la famille à cause du travail. Ils retournèrent à l'intérieur. Nicolas regarda aussitôt sa femme, lui demandant silencieusement si tout allait bien. Elle lui adressa un petit signe de tête rassurant. Le mariage se déroula à merveille. Daniel et Maria rayonnaient de bonheur, les invités riaient, dansaient, portaient des toasts. Katharina et Nicolas offrirent aux jeunes mariés un voyage en Italie, le rêve de Maria. Richard leur offrit une voiture. Les parents de la mariée, eux, donnèrent un bon cadeau pour aménager une chambre de bébé, une manière discrète d'annoncer qu'ils attendaient déjà des petits-enfants. Le soir, de retour à l'hôtel, Katharina raconta à Nicolas sa conversation avec son ex-mari. « Je n'aurais jamais cru qu'il reconnaîtrait ses torts, avoua-t-elle. Ce n'est pas son genre. » « Les gens changent, répondit Nicolas. Surtout quand la vie les secoue fort. Et toi, comment tu te sens après ça ? Étrangement. En paix, dit-elle après un moment. Comme si une porte restée entr'ouverte venait enfin de se refermer. J'ai vraiment tourné la page. De retour chez eux, la vie reprit son cours. Katharina se consacra pleinement à son travail. Son projet d'aide médicale pour les plus démunis reçut un financement fédéral, ce qui permit d'étendre le programme à d'autres régions. Nicolas terminait son nouveau roman et préparait une tournée littéraire à travers le pays. En novembre, un événement inattendu les poussa à penser à l'avenir. Maria appela pour annoncer qu'elle et Daniel attendaient un bébé. Katharina fondit en larmes de bonheur pendant l'appel. « Mamie !» s'exclama-t-elle en raccrochant. « Je vais être mamie. »« Et moi papy !» sourit Nicolas en la prenant dans ses bras. « Même si je ne suis pas le grand-père de sang, j'espère l'être de cœur. » Ils commencèrent à se préparer à ce nouveau rôle. Katharina ressortit son vieux crochet et tricota chaque soir de minuscules chaussons, bonnets et gilets. Nicolas, lui, se découvrit une passion pour le travail du bois et construisait un berceau. « On l'installera ici quand ils viendront nous rendre visite », expliquait-il en ponçant les pièces. « Dans mon village, on avait tous ce genre de berceau quand on était bébé. » En décembre, Nicolas fut invité à une prestigieuse cérémonie littéraire à Paris. Son roman Guérison faisait partie des finalistes. Katharina ne put l'accompagner à cause d'une crise d'approvisionnement en médicaments à l'hôpital qui nécessitait sa présence. « Ne t'inquiète pas », la rassura Nicolas. « Je rentre dans 2 jours. Et même si je gagne, le vrai moment de fête sera ici, avec toi. » Le soir venu, elle regarda la cérémonie en direct sur Internet. Quand le nom de Nicolas fut annoncé comme lauréat du prix « Prose de l'année », elle cria de joie, réveillant le chat du voisin qui dormait sur le rebord de la fenêtre. Nicolas monta sur scène, prit sa statuette de cristal et s'approcha du micro. « Je dédie ce prix à ma femme, Katharina, dit-il, les yeux dans la caméra. À la femme qui m'a appris à voir la lumière même dans les heures les plus sombres. Qui m'a montré ce que signifie vraiment la force et la bonté. Katharina, cette victoire est autant la tienne que la mienne. » Des larmes coulèrent sur les joues de Katharina. Quelle incroyable destinée! 2 ans plus tôt, elle se sentait trahie, vidée, sans avenir. Et aujourd'hui, elle était une médecin respectée, une femme aimée, une future grand-mère, et son nom résonnait dans la plus grande salle littéraire du pays. Quand Nicolas rentra, ils célébrèrent leur victoire à 2 champagnes, gâteaux préférés, bougies. La statuette trôna fièrement sur l'étagère, entre les livres. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Nicolas en lassant sa femme sur le canapé. « À quel point tout cela est étrange. Si ton ex-mari ne t'avait pas dit « va soigner les clochards », si tu n'avais pas accepté ce poste, si l'incendie au café ne s'était pas produit, on ne se serait jamais rencontrés. Le destin, sourit Katharina. Il nous emmène par des chemins sinueux, mais toujours là où on doit vraiment aller. Dehors, la première neige tombait, couvrant la ville d'un manteau blanc. Bientôt, ce serait le nouvel an, qu'ils avaient prévu de fêter à Barcelone chez Daniel et Maria. Bientôt Noël, qu'ils passeraient ensemble dans un petit chalet loué au bord d'un lac. Bientôt la naissance d'un petit enfant, de nouveaux livres, de nouveaux projets, peut-être même de nouvelles épreuves. Mais peu importait ce que l'avenir leur réservait, ils savaient qu'ensemble, ils affronteraient tout. Parce qu'ils avaient appris à voir dans chaque épreuve une occasion de grandir, dans chaque perte une promesse, et dans chaque fin un merveilleux nouveau départ. Et cette phrase, « va soigner les clochards », lancée jadis avec mépris, était devenue pour eux une sorte de porte-bonheur, un rappel que parfois, il faut tout perdre pour trouver l'essentiel. Le printemps apporta un événement très attendu, la naissance de leur petite fille. La petite Alice vit le jour en avril,
Un matin ensoleillé. Katharina et Nicolas prirent aussitôt l'avion pour Barcelone, les bras chargés de cadeaux pour le bébé et ses parents. « Elle te ressemble », dit Daniel quand Katharina prit le minuscule paquet dans ses bras pour la première fois. Les mêmes yeux, le même nez. Katharina ne put retenir ses larmes en contemplant le petit visage. La vie est incroyable. De nouvelles générations arrivent, et quelque chose de nous continue en elle. Nicolas était lui aussi sous le charme. Il tenait la petite avec précaution, presque tremblant de peur de la casser, en fredonnant doucement une berceuse qu'il se rappelait de son enfance. « Vous vous en sortez à merveille », sourit Maria en observant la scène. « Vous êtes un vrai grand-père, Nicolas. » Ils passèrent 2 semaines à Barcelone, aidant les jeunes parents à s'adapter à leur nouveau rôle. Katharina montrait à sa belle-fille comment donner le bain, comment bien positionner le bébé pour l'allaitement, comment la calmer quand elle pleurait. Nicolas, lui, cuisinait, faisait les courses, gardait Alice pendant que Maria se reposait. De retour chez eux, ils ressentirent un grand vide. Après s'être habitués aux pleurs de bébé, aux soins constants, à cette douce odeur de talc et de lait, le silence de leur appartement leur sembla pesant. « Tu crois qu'ils vont s'en sortir ?» s'inquiéta Katharina. « On aurait peut-être dû rester plus longtemps. » « Ils sont jeunes, en bonne santé, ils s'aiment et aiment leur fille », la rassura Nicolas. « Bien sûr qu'ils vont s'en sortir. Et nous, on ira les voir souvent. Mieux encore, on pourrait les inviter ici pour l'été. L'air est bien plus pur qu'à Barcelone. » L'idée de faire venir la petite famille pour tout l'été leur parut si séduisante qu'ils se mirent tout de suite à faire des plans. Il fallait préparer une chambre pour la petite, acheter un lit, des jouets, tout ce qu'il fallait. Ou mieux encore louer une maison de campagne, proposa Nicolas. L'air y est encore plus pur, et il y a de l'espace pour les balades. C'est ainsi qu'un nouveau projet vit le jour, trouver la maison de campagne idéale pour des vacances d'été avec leur petite fille. Ils sillonnèrent la région, visitant cabanes dans des jardins ouvriers, chalets dans des lotissements, maisons de village. Enfin, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une maison en bois au bord d'un petit lac, entourée de pins, à seulement une demi-heure de la ville. Le terrain autour était bien entretenu, avec des arbres fruitiers, des potagers et des parterres de fleurs. À l'intérieur, des pièces lumineuses, un poêle à bois, des meubles solides et confortables. « Alice va adorer cet endroit », déclara Katharina. « De l'air pur, la nature, le calme. Et on pourra se baigner dans le lac », ajouta Nicolas. « Comme quand j'étais petit chez ma grand-mère. » Ils louèrent la maison pour tout l'été et commencèrent à la préparer pour accueillir la petite famille. Katharina faisait les courses, tricotait des chaussons et des gilets pour la petite qui grandissait vite. Nicolas bricolait dans la maison. Il réparait les lames du plancher, consolidait la clôture, construisait une balançoire dans le jardin. Début juin, Daniel, Maria et la petite Alice arrivèrent à la maison. La petite avait déjà 2 mois, elle avait bien grandi, commençait à sourire et reconnaissait ses proches. Cet été fut l'un des plus heureux de la vie de Katharina. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour tout le monde, puis se promenait dans le jardin avec sa petite fille, lui montrant les fleurs, les arbres, les oiseaux. Nicolas fabriquait des jouets en bois, lisait à voix haute ses nouvelles histoires, emmenait parfois tout le monde faire un tour de barque sur le lac. Daniel et Maria profitaient pleinement de leur repos, ils pouvaient enfin dormir un peu, pendant que les grands-parents prenaient volontiers le relais la nuit, savouraient l'air frais et les bons petits plats faits maison. Parfois, ils sortaient tous les 2 en ville, au cinéma ou au restaurant, laissant Alice aux bons soins de Katharina et Nicolas. Un soir, alors que les jeunes étaient sortis et que la petite dormait, Katharina et Nicolas étaient assis sur la véranda, profitant du silence et de l'odeur des tilleuls en fleurs. « Tu sais, » dit Katharina rêveusement, « je n'aurais jamais cru être aussi heureuse à 50 ans. Je pensais que tout était derrière moi, la jeunesse, l'amour, la maternité. Mais en fait, la vie ne fait que commencer. » Moi non plus, je ne pensais pas fonder une famille à 53 ans, sourit Nicolas. Surtout après tout ce que j'ai traversé. Tu sais, quand je vivais dans ce foyer et que je galérais à joindre les 2 bouts, j'ai parfois pensé que c'était la fin. Que je finirais ma vie à errer de dortoir en dortoir, à écrire des livres que personne ne lirait, à vieillir seule. Et aujourd'hui, j'ai toi, Daniel, Maria, Alice. Une vraie famille. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant les grillons et les sons lointains du village des chiens qui aboyaient, des vaches qui rentraient du pâturage. « Et ton idée de fondation caritative ?» demanda Katharina. « Tu n'en parles plus. J'y réfléchis toujours, » répondit Nicolas. « Je veux que ce soit plus qu'une simple aide aux artistes. Une vraie structure de soutien, de la santé jusqu'à l'édition, pour qu'une personne en difficulté puisse recevoir une aide complète. » « C'est une idée magnifique, » acquiesça Katharina. « Et tellement d'actualité. Il y a tant de talents abandonnés aujourd'hui, sans aucune aide.
Je me dis qu'on pourrait travailler avec la fondation de Victor, poursuivit Nicolas. Il a l'expérience, les contacts. Et nous, on a les idées et l'énergie. C'est ainsi qu'est né le projet qui allait devenir leur grande œuvre commune, la Fondation Deuxième Chance, dédiée aux talents en difficulté. Katharina s'occupait de la partie médicale, Nicolas de la partie artistique, et Victor gérait l'administratif et les relations publiques. À la fin de l'été, la fondation fut officiellement enregistrée, et ils commencèrent leur travail. Les premiers bénéficiaires furent un peintre malvoyant ayant besoin d'un équipement spécial, une jeune poétesse mère célibataire, pour qu'ils financèrent la publication de son recueil, et un vieux musicien sans ressources après un AVC. Travailler pour la fondation leur apportait une immense satisfaction. Voir un être humain retrouver espoir, confiance en lui, en l'avenir, quoi de plus précieux? En automne, Daniel, Maria et Alice repartirent à Barcelone. La maison redevint calme, mais ce silence n'était plus pesant, il permettait de se concentrer sur les nouveaux projets. Le livre de Nicolas reçut un nouveau prix prestigieux, un prix international. Cette fois, ils s'envolèrent ensemble pour Londres. Ce fut le premier voyage à l'étranger de Katharina, et elle en savoura chaque instant. Les visites historiques, les musées, les balades dans les parcs. Lors de la cérémonie, Nicolas dédia encore une fois son prix à sa femme, racontant leur histoire. Comment, alors qu'il vivait dans la rue, une femme médecin l'avait invité à prendre un café. Parfois, le destin nous met à l'épreuve, pour voir si nous méritons le bonheur, conclut-il. Et si nous savons traverser ces épreuves avec dignité, sans perdre foi en la bonté et en la justice, il nous récompense au centuple. En décembre, un événement les ramena à la fragilité de la vie et à l'importance de chaque jour. Svetlana, une ancienne collègue de Katharina, appela pour lui dire que Richard était à l'hôpital, victime d'une crise cardiaque. « La situation est grave, dit-elle. Les médecins se battent pour sa vie. Il a demandé après toi. Et après Daniel. » Katharina appela immédiatement son fils. Il fut bouleversé par la nouvelle et réserva aussitôt un vol. « Je pars demain matin, dit-il. Maria et Alice resteront ici. Je veux rester un peu avec papa. Je vais venir aussi, décida Katharina. Après tout, on a passé 22 ans ensemble. On ne peut pas rester à l'écart dans un moment pareil. Nicolas soutint pleinement sa décision. Bien sûr, vas-y, lui dit-il. Dans ces moments-là, il faut être auprès de ceux qui ont compté, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le lendemain, elle se retrouva avec Daniel à l'hôpital. Richard était en soins intensifs, relié à des tuyaux et des fils, pâle, amaigri, vieilli à ne pas le reconnaître. Quand il vit son ex-femme et son fils, des larmes brillèrent dans ses yeux. « Merci d'être venu », murmura-t-il d'une voix faible. « Rétablis-toi, papa, dit Daniel en lui prenant la main. Tu dois encore pouponner ta petite fille. Alice, sourit faiblement Richard. C'est un joli prénom. Katharina le regardait, songeant à quel point la vie était étrange. Cet homme avait été autrefois tout pour elle, un mari aimé, le père de son enfant, un soutien, une promesse. Puis il était devenu une source de douleur et d'humiliation. Et maintenant, elle ne ressentait plus que de la compassion et une tendre nostalgie de leur jeunesse envolée. « Tu dois t'en sortir, riche, dit-elle doucement, utilisant pour la première fois depuis leur divorce le diminutif qu'elle lui donnait autrefois. Tu as encore des raisons de vivre. »« Je ne sais pas, » murmura-t-il en secouant faiblement la tête. « Anna ne veut plus me parler. Je n'ai vu mon fils que 2 fois. »« Tu te réconcilieras avec eux, » affirma Katharina. « Mais pour l'instant, concentre-toi sur ta santé. » Ils restèrent en ville une semaine. L'état de Richard se stabilisait peu à peu, même si les médecins annonçaient une longue période de rééducation. Daniel s'arrangea avec son père pour qu'il vienne à Barcelone dès qu'il serait transportable. Les soins cardiologiques y sont meilleurs, et il pourrait être près de sa famille. Avant de repartir, Katharina alla lui dire au revoir. Il allait déjà mieux, pouvait s'asseoir dans son lit et parler sans s'essouffler. « Katharina, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux que tu saches que je regrette tout. Et je te souhaite d'être heureuse. Tu le mérites plus que quiconque. »« Merci, riche, » répondit-elle simplement. « Je t'ai pardonné depuis longtemps. Et moi aussi, je te souhaite le bonheur, sous la forme qu'il prendra. » De retour chez eux, Katharina raconta à Nicolas l'état de son ex-mari et leur conversation. « Tu sais ce qui est étonnant ?» dit-elle pensivement. « Quand je le regarde maintenant, je ne ressens ni colère ni rancune. Juste de la gratitude. Pour notre fils. Et pour les belles années que nous avons eues. Et aussi, pour ce tournant de la vie qui m'a menée jusqu'à toi. C'est ce qu'on appelle la sagesse, sourit Nicolas.
Voir l'ensemble du tableau, pas seulement les morceaux. Trouver un sens à chaque épreuve, à chaque perte, à chaque douleur. Pour le réveillon du Nouvel An, ils se retrouvèrent tous à Barcelone. Katharina et Nicolas, Daniel et Maria avec la petite Alice qui avait bien grandi, et même Richard, assez rétabli pour quitter l'hôpital pendant les fêtes. Victor et sa famille étaient aussi venus. Leur petit-fils Christopher devint vite ami avec Alice, et les enfants jouaient joyeusement sous le sapin. Au dîner, Richard leva soudain son verre. « À de nouveaux départs », dit-il en regardant Katharina et Nicolas. « Pour qu'il ne soit jamais trop tard pour recommencer. Et que toutes les routes, même les plus sinueuses, mènent un jour au bonheur. » Katharina croisa le regard de Nicolas et lui sourit. Oui, toutes les routes, même les plus difficiles, peuvent mener au bonheur si on les suit avec un cœur ouvert et foi en l'avenir. 1 an plus tard, la Fondation Deuxième Chance ouvrit son premier centre de réhabilitation pour artistes en crise. Il comprenait un service médical, des ateliers de création, une maison d'édition, une galerie. Katharina en devint la directrice médicale, Nicolas le directeur artistique. Le jour de l'inauguration, ils étaient tous deux sur une petite scène, devant les invités et les journalistes. Nicolas prit le micro. « Nous avons appelé notre fondation Deuxième Chance pour une raison, dit-il. Chacun mérite une seconde chance. En amour, en création, en vie. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir l'essentiel. Il faut traverser la douleur pour apprendre à apprécier la joie. Il faut entendre des mots blessants pour qu'ils deviennent une source de motivation. » Il se tourna vers Katharina, à ses côtés. « Un jour, ma femme a entendu cette phrase, « Va soigner les clochards ». Elle avait été prononcée avec mépris, comme une insulte. Mais ces mots ont changé sa vie. Et la mienne aussi. Parce qu'elle y est allée, vraiment. Elle a soigné des sans-abri. Et c'est là qu'elle m'a rencontré un écrivain sans toit, qui aujourd'hui se tient devant vous. On ne sait jamais quelles paroles ou quels événements vont bouleverser notre destin. Ce qui compte, c'est de ne jamais baisser les bras et de croire que rien n'arrive par hasard. Les applaudissements étouffèrent les derniers mots. Katharina, les larmes aux yeux, serra fort la main de son mari. Voilà, le vrai bonheur. Il n'est ni dans la richesse, ni dans la gloire, mais dans le pouvoir de changer le monde autour de soi, de tendre la main à ceux qui en ont besoin, d'apporter de l'espoir à ceux qui l'ont perdu. Le soir, après les festivités, ils s'installèrent dans leur maison chaleureuse, récemment achetée près du lac où ils avaient passé ce merveilleux été avec leur petite fille. Dehors, la neige tombait doucement, les bûches crépitaient dans la cheminée, et, main dans la main, ils regardaient le feu en pensant à la façon dont leur vie s'était transformée. « Tu sais, dit Katharina, je n'aurais jamais cru qu'on puisse recommencer une vie si pleine, si belle, après 50 ans passés. Et moi, je n'aurais jamais cru qu'on puisse tomber amoureux comme un adolescent à plus de 50 ans, sourit Nicolas. Et que l'amour puisse être si profond, si vrai. » Ils se turent un moment, profitant de la chaleur du feu et de leur tendresse partagée. Puis Nicolas ajouta : « J'ai compris une chose essentielle au fil des années. Il n'y a pas d'âge pour être heureux. Pas d'âge pour aimer. Pas d'âge pour recommencer. Tant qu'on est vivant, tant que notre cœur reste ouvert aux autres, à la vie, aux émotions nouvelles on reste jeune, peu importe ce que dit notre passeport ou notre miroir. Et il n'y a pas d'âge pour la gratitude, ajouta Katharina. Je suis reconnaissante pour tout. Pour le bonheur comme pour la peine, pour les échecs comme pour les réussites, pour les rencontres et pour les adieux. Parce que tout cela m'a conduite jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à toi. » Dehors, la neige continuait de tomber, couvrant le monde d'un manteau blanc. Et dans leur maison, il faisait bon. Chaud du feu dans la cheminée, chaud de l'amour entre deux êtres qui s'étaient trouvés au détour des chemins imprévus de la vie. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Cela nous motive à créer chaque jour de nouveaux récits passionnants. Prenez soin de vous et soyez heureux.